Il y a déjà 4 visiteurs du soir autour de moi. Je vous les présente juste après le rappel des titres. Maureen Vidal. C'est fini. Rendez-vous maintenant. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou appelle les combattants du Hamas à déposer les armes sans délai. Il affirme enregistrer de nombreuses redditions ces derniers jours qui annoncent la fin proche du mouvement islamiste palestinien. Le chef de l'OMS alerte sur l'impact catastrophique sur la santé à Gaza de la guerre entre Israël et le Hamas. Les personnels de santé font de leur mieux dans des conditions inimaginables, a-t-il déclaré lors de la réunion à Genève. Il a fait état de signes inquiétants de maladies épidémiques qui risquent de s'aggraver avec la détérioration de la situation et l'arrivée des conditions hivernales. Enfin, des travaux d'intérêt général pour les parents en défaillance. C'est une annonce d'Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Objectif de la ministre, remettre la parentalité au centre et lutter contre la délinquance. Plusieurs mesures vont être mises en place, comme le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation et une amende pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants. Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir. Il est 22h, c'est la fin de la semaine. Il est temps de prendre un peu de recul sur l'actualité. À 23h30, je recevrai le commissaire Jean-François Guéraud. Il vient de publier La Mafia et la Maison Blanche. 10 ans de travail, beaucoup de révélations, notamment sur l'assassinat de John Kennedy, dont on commémore le 60e anniversaire. Mais avant cela, on va s'intéresser à la France. La France qui a désormais le record des prélèvements obligatoires dans la zone euro, 48% du PIB. C'est plus de 6 points au-dessus de la moyenne européenne. On va voir pourquoi, 23h, avec le député Renaissance Mathieu Lefebvre, membre de la Commission des Finances, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, et Christophe Rameau, des économistes atterrés. À 22h20, on va se demander pourquoi la France a encore dégringolé dans le classement PISA et si les mesures annoncées cette semaine par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, réussiront à inverser la tendance. Il y a Lisa Carmen Hirsig, professeur des écoles à qui l'on doit la Grande Garderie. Il y a Cécile Chabot, professeur de lettres, l'auteur de Prof, et Jean-Yves Masse, professeur de sciences économiques, qui vient de publier une tribune dans Le Monde à ce sujet. Virginie Lanelot, députée Renaissance, spécialisée dans les questions d'éducation, nous rejoindra tout à l'heure. Et pour commencer, on va s'intéresser à la recherche française avec Pierre Rochette, géologue, physicien, professeur à l'université d'Aix-en-Provence, d'Aix-Marseille. Vous aussi, vous avez publié une tribune dans Le Monde le 5 décembre. Ma médaille d'argent du CNRS m'inspire aujourd'hui du dégoût. C'est le titre. Vous y dénoncez la bureaucratie qui entrave la recherche dans notre pays. Vous vous êtes même filmé en train de renvoyer votre décoration par la poste. 2 jours plus tard, Emmanuel Macron présentait sa vision pour l'avenir de la recherche française. Il a fustigé, lui aussi, la bureaucratie. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le travail d'un chercheur comme vous au CNRS et quelle lourdeur administrative il doit affronter? Merci de me donner la parole pour parler un peu de ce sujet. Donc le travail, la vision que les gens ont du travail du chercheur, c'est souvent, ils pensent à un savant qui a amassé toutes les connaissances dans son domaine et qui est capable de discourir sur ses connaissances oralement ou par écrit, de manière, on va dire, magistrale. Donc, mais en fait, ça, c'est le professeur, c'est pas le chercheur. Le chercheur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il part des connaissances existantes, mais il explore l'inconnu. Il essaye d'augmenter les connaissances, et c'est complètement différent du travail du professeur. Moi, il se trouve que je suis professeur et chercheur, donc je connais les deux. Et donc, la recherche, donc, comme je viens de le dire, c'est explorer, essayer de trouver des nouvelles connaissances, donc aller dans l'inconnu, aux marges de ce qu'on connaît. Et ça demande un certain nombre de qualités qui sont différentes de celles du professeur. Il faut des capacités intellectuelles, évidemment, il faut avoir quand même des connaissances, mais il faut avoir l'inspiration. C'est un peu comme les artistes, je dirais. Il faut avoir de l'envie aussi, parce que il faut partir à l'aventure, on ne sait pas où on va aller, souvent on va rentrer bredouille de nos explorations dans l'inconnu,
Et donc, c'est pas facile. Et ça demande aussi... on n'y va pas les mains dans les poches. Hein. Il nous faut des techniques, il nous faut des instruments, il nous faut des collaborateurs. C'est vite comme monter une petite entreprise, de développer un projet de recherche. Et surtout, voilà, pour avoir du succès, il faut avoir l'esprit libre. Il faut pas être occupé par des problèmes administratifs, donc. De la paperasse, des formulaires. Il faut avoir l'énergie pour faire ce travail d'exploration. Si toute notre énergie mentale est prise par les tracasseries administratives, eh bien on n'arrive plus. Vous n'êtes pas le premier à dénoncer ces tracasseries administratives. Il y a déjà eu 2 pétitions de chercheurs, CNRS, on n'en peut plus, et le bateau CNRS coule. Un rapport du Conseil scientifique du CNRS qui dénonçait en juin dernier les entraves à la recherche, et un rapport d'experts internationaux mandaté par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui appelle à une action commando face au fardeau bureaucratique. Alors comment ça se traduit, le fardeau bureaucratique ? Ben c'est concret, c'est-à-dire que, bon, pour faire, comme je l'ai dit, pour faire un travail de recherche, il faut des moyens. Voilà, ces moyens, ben, on va les demander à des agences qui fournissent ces moyens. Ça peut être l'ANR, ça peut être l'Europe, ça peut être des entreprises. Une fois qu'on obtient ces crédits, ils vont être gérés le plus souvent par le CNRS, qui, chaque fois qu'on veut dépenser 1 euro, nous pose des problèmes. Et bon, là, ce qui a fait déborder la coupe et qui m'a décidé à m'occuper d'une des pétitions dont vous avez parlé, c'est des logiciels de traitement des missions qui ont été mis en place en septembre et qui sont totalement imbitables, même pour les gestionnaires, les gens qui font ça toute la journée. Nous, on fait ça 1 fois tous les 2 mois. Donc, on ne comprend pas comment ça fonctionne, on oublie, donc on se fait... Vous dites que c'est si compliqué qu'on préfère renoncer à partir en mission ou renoncer à se faire rembourser les frais engagés. Voilà. Et puis, bon, c'est un stress généralisé dans les laboratoires et ça occupe toute notre énergie et il n'y a pas que ça à faire dans la gestion des laboratoires. Mais vous allez plus loin, vous dites... What the fuck, forever love. Bận tính số tính bã lồn. Và em nghĩ rằng em là cái gì mà anh phải quan trọng em như thế. Nói thật đấy. Và điều mà làm cho anh cảm thấy ân hận nhất khi yêu em ấy là anh chưa đẹp em biết không? Con á, em đéo đẹp bằng những đứa con gái mà đã từng lên giường với anh đâu. Địt mày mày cốt hận còn cặn vãi lồn. Yeah. Tháng 10 năm 2010. Pour des questions de droit d'auteur, non? Alors, même pas, c'est même on me demande des attestations d'assurance. Propriété intellectuelle. Si jamais je me... Ah, aussi les assurances. Tombe de l'escalier, il faut que je prouve que je ne vais pas... Enfin bon, ça ne tient pas debout, quoi. Mais il paraît qu'il y a carrément des contrats qui n'aboutissent pas, des projets qui sont abandonnés, tout ça parce que les délais d'engagement de crédit sont tellement longs qu'on n'est plus dans les temps. C'est ce que j'ai écrit dans cette pétition, oui. Et bon, moi j'ai quelques problèmes, mais à côté de les témoignages que j'ai reçus suite à cette pétition, donc j'ai eu des centaines de personnes qui m'ont contacté, et il y a des choses qui sont invraisemblables, c'est-à-dire que obtenir, c'est vrai que on dit souvent c'est difficile d'obtenir des crédits, mais tout le monde n'y arrive pas, mais on y arrive, mais en fait, quand on récupère 500 000 euros, 1 million d'euros de l'Europe ou de l'Agence nationale de la recherche, au lieu d'être content, en fait, ça devient une catastrophe. Moi, j'ai des témoignages d'une chercheuse brillante qui a obtenu plus d'1 million d'euros de l'Europe. Ça a été un tel désastre d'un point de vue gestion qu'elle a fait un burn-out. Et elle a réussi à finir quand même, parce qu'elle avait une conscience professionnelle, elle a réussi à finir le projet. Mais là, elle a abandonné la recherche. Mais les évaluations aussi sont très très nombreuses, j'imagine, parce que dès l'instant où c'est de l'argent public, on vous contrôle en permanence pour savoir s'il est bien dépensé. Alors,
qu'il y ait un contrôle a posteriori pour voir si on a bien dépensé les choses, c'est normal. On doit rendre des comptes sur ce qu'on fait de l'argent qu'on reçoit. Le gros problème, c'est avant, on nous empêche d'engager cet argent. Où on nous force à faire des choses. Bon, pour l'émission, ça a été, comme je l'ai dit, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est que on ne peut pas choisir le transport qu'on veut, on ne peut pas voyager en low cost, par exemple. Tout ça, c'est fait sous le couvert d'empêcher qu'on escroque l'État, etc. En pratique, on dépense beaucoup plus avec ce système que si c'est nous qui prenions nos billets nous-mêmes. Par exemple, on n'a pas le droit de prendre un Ouigo. On doit prendre les trains plus chers. Je n'ai pas le droit, moi, de prendre la première classe, même si la première classe est moins chère que la deuxième, je n'ai pas le droit. Les hôtels, c'est pareil. Bon, en fait, on est forcé à rentrer dans un système qui est géré par le privé, et cette entreprise privée, elle n'a pas intérêt à nous faire acheter les billets les moins chers. Donc, on dépense plus d'argent, et en plus, on perd notre liberté. C'est surtout ça, en fait, j'ai l'impression. C'est que vous n'êtes jamais libre d'agir, de chercher comme vous en avez envie. Tout à fait. Bon, et ça, l'émission, c'est un petit exemple. Hein, ouais. Et alors, Emmanuel Macron semble d'accord avec vous, hein, puisqu'il a fait 4 jours après votre tribune, il a annoncé qu'il voulait transformer l'organisation de la recherche en France. Vous saviez qu'il allait parler ? Absolument pas, non, ça s'est fait... C'est vraiment un hasard. Vous avez publié cette tribune. Hasard, oui, c'est incroyable. En tout cas, il a fustigé lui aussi la bureaucratie, un gaspillage de temps, de recherche et d'argent public, a-t-il dit. Il a lui aussi reconnu que la recherche française était de plus en plus dépassée par l'Inde, par l'Italie, par la Corée du Sud, dans le classement de la part mondiale des publications scientifiques. Pour ça, c'est aussi, pour vous, c'est pour la même raison. Oui, le constat, tout le monde le fait. On ne peut pas, à part la direction du CNRS qui refuse de le reconnaître, et tout le monde fait le constat que les chercheurs sont entravés. On a des très très bons chercheurs en France. Le système les empêche de travailler. C'est une compétition internationale, la recherche. Donc, si nous, on peut être bons, mais si on fait la course les jambes dans un sac, ceux qui ont leurs 2 jambes qui peuvent courir, forcément, ils nous doublent. Mais alors, moi, je croyais justement qu'on était enclin à publier de plus en plus, voire pas être très sûr des résultats, dont de plus en plus de rétractations après publication dans les grandes revues scientifiques. Je croyais qu'on était de plus en plus encouragé à publier, justement pour avoir des crédits. C'est pas comme ça en France, alors ? Si, c'est sûr que pour obtenir un projet, le financement d'un projet, il faut montrer qu'on est capable de créer des résultats scientifiques, et ça se mesure par les publications. C'est pas forcément le nombre qui compte, c'est aussi l'impact de voir qu'on est capable de publier des choses qui sont vraiment novatrices. C'est vrai qu'il y a des millions de publications scientifiques chaque année. Elles ne sont pas toutes inoubliables. Hein. Il y en a beaucoup qui sont là, effectivement, pour que les gens aient leur promotion. Il y a certains pays où, effectivement, si on n'a pas une publication par an, on peut être viré aussi. Donc, ce n'est pas le cas de la France, mais c'est le cas dans d'autres pays. Donc, il y a effectivement une course à la publication qui n'est pas si forte que ça en France. Hein. C'est pas ça le problème, en fait. Et ça n'a pas l'air, d'après ce que vous dites vous, hein, ça n'a pas l'air non plus d'être un problème de moyens, puisque le CNRS, le Centre national de la recherche scientifique, dispose d'un budget de 4 milliards d'euros par an, ce qui permet d'exercer son activité dans absolument tous les domaines. Hein. Et vous dites que ce n'est pas tellement ça le problème, au fond. Le problème, c'est plutôt qu'on vous empêche de disposer de cet argent. Moi, j'ai entendu le président Macron nous dire qu'il allait nous aider à obtenir plus de crédits de l'Europe, etc. Mais moi, j'ai beaucoup de témoignages, et mon expérience personnelle aussi, c'est que des fois, c'est un tel calvaire quand on obtient beaucoup d'argent qu'on préfère ne pas le demander. Moi, j'ai demandé une seule fois de l'argent à l'Europe, j'ai dit que je ne le referai plus. Et il y a des tas de gens qui renoncent à des contrats parce qu'ils n'ont pas envie de devenir fous à gérer ça. Après, bon... Il y a des gens qui ont pu croire que je disais qu'il n'y avait pas de problème de moyens. Il y a quand même un problème salarial.
particulièrement pour les jeunes. Il faut que les gens sachent qu'un jeune chercheur, bac plus 15, et qui arrive au top de la compétition, et la compétition est très rude, il démarre à 1 800 € net par mois. En France. En France. Et quand vous êtes dans un laboratoire à Paris, vous êtes obligé de loger en banlieue. Et puis, quand vous êtes sur votre projet scientifique et que vous demandez comment vous allez payer votre loyer et la garde des enfants en plus, vous n'êtes pas très efficace non plus pour chercher. Donc, il y a quand même, surtout pour les jeunes, un problème de salaire. D'où une fuite des cerveaux aussi. La fuite des cerveaux, elle est liée au salaire, elle est liée aussi à la difficulté de travailler. Bon, moi, j'ai des témoignages aussi. Un professeur de Polytechnique là, qui m'a dit ce matin qu'il démissionnait de Polytechnique pour aller monter un labo aux États-Unis. Et pourtant, il est très bien payé à Polytechnique, mais c'est qu'il a juste envie de pouvoir faire son travail. Un jeune major de Polytechnique aussi, qui est de Normal Sup, qui après 3 ans après sa thèse est déjà responsable d'un laboratoire en Allemagne. J'ai discuté avec lui, j'ai dit « Est-ce que tu voudrais rentrer en France ?» Il m'a dit « Oui, c'est mon pays ». Et il m'a dit aussi « C'est là que j'ai eu l'ambiance intellectuelle la meilleure ». Donc il a envie de rentrer en France. Mais avec les conditions de travail qu'on a, il ne rentrera pas. Et ce que propose Emmanuel Macron, ça peut changer les choses ? Il a proposé des lignes très générales. Il faut mettre ça en musique concrète. J'attends de voir, quoi. Parce que, comme je l'ai dit précédemment, des chocs de simplification, ça fait 10 ans qu'on nous en parle. Et nous, on voit beaucoup plus. On voit venir que des chocs de complexification. Donc, on a du mal à faire confiance dans ce genre d'annonce. Bon, je trouve que le discours a été très bien. Maintenant, on va voir les actes derrière. Et suite à votre tribune, vous avez eu des réactions de la partie administrative du CNRS J'ai eu un message un peu courroucé d'un haut responsable, oui. On s'est expliqué un peu. Mais non, c'est le silence radio. Vous avez des questions que vous avez envie de poser à Pierre Rochette ? Moi, je suis fascinée. Partout où l'État met son nez, il y a un moment où ça dégénère, quoi. Moi, j'ai le même problème. Là, on est en fin de trimestre. On remplit ce qu'on appelle les LSU, c'est-à-dire le livret scolaire universel, enfin uniforme, enfin un truc pour unifier, quoi. Et donc toutes les maîtresses d'école de France et les maîtres d'école aussi, hein, c'est pas sexué pour le coup, on remplit ce LSU et on en vient donc à mettre des notes qui se transforment en pastilles de couleur. Alors, aller faire des moyennes avec des pastilles de couleur, quand un enfant a du rouge et du vert et du jaune pendant le même trimestre, ça devrait faire du marron. Alors évidemment, on ne peut pas mettre du marron. Donc, il faut, à la fin de tout ça, c'est les maîtresses qui forcent les pastilles. Donc, je passe des soirées, ça fait beaucoup rire mes amis, je passe des soirées à forcer les pastilles. Alors, on m'a demandé au début si c'était un truc sexuel, mais non, ce n'est pas sexuel. Forcer les pastilles, c'est remplir le livret scolaire des élèves de France aujourd'hui. Voilà, c'est fascinant. Enfin, on vit la même chose et cette suradministration, bureaucratie qui empêche les gens de faire leur travail. Nous, ce qu'on voudrait, c'est de la liberté pour enseigner, pour rechercher, et on est entravés. Voilà. Merci Pierre Rochette pour votre témoignage, parce qu'effectivement, avant la recherche nationale, il y a l'éducation nationale. Et là aussi, la France descend dans les classements, comme on l'a vu avec la publication cette semaine de l'enquête PISA. On s'en occupe juste après une pause. L'OCDE a donc publié cette semaine les résultats de son enquête PISA sur les acquis de 690 000 élèves de 15 ans répartis dans 81 pays, dont 8 000 élèves en France. Ils sont particulièrement mauvais dans notre pays. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, s'est dépêché d'annoncer un train de mesures, mais est-ce que ça suffira ? En maths, on est descendu à la 26e place, alors qu'on est le pays qui a reçu le plus de médailles Fields avec les États-Unis. On a perdu 21 points en maths par rapport au dernier classement PISA en 2018. Les autres pays d'Europe ont perdu 15 points seulement, pas d'Europe d'ailleurs, de l'OCDE. Même les meilleurs élèves, ceux qui obtiennent les plus
plus haut score en maths. Ils représentaient 15% des élèves français il y a 20 ans. Ils ne sont plus que 7,5%. C'est la première fois que les meilleurs sont moins nombreux en France que dans la moyenne des pays de l'OCDE. En compréhension de l'écrit, le déclin a commencé en 2012. On a perdu 32 points depuis, dont 19 points entre 2018 et aujourd'hui. 3 points de plus que dans la moyenne de l'OCDE. Alors la première question qu'on se pose, c'est pourquoi ? Pour y répondre, il y a autour de la table Lisa Kamen-Hirsig, professeure des écoles. Vous avez publié à la rentrée La Grande Garderie. Ça a été un succès d'ailleurs. Cécile Chabot, professeure de lettres dans un collège à Paris. Vous avez raconté votre vie d'enseignante dans Prof en 2021. Jean-Yves Masse, vous êtes professeur de sciences économiques dans un lycée de Seine-Saint-Denis et vous venez de signer une tribune dans Le Monde intitulée « À force de toujours considérer le verre à moitié vide en matière de démocratisation scolaire, on accrédite l'idée qu'elle est un échec ». Enfin, Virginie Lanlot, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, spécialisée dans les questions d'éducation. Vous siégez à la commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Alors, comment expliquez-vous cette chute ? Alors cette chute, elle est pas nouvelle. Les derniers résultats n'étaient pas bons non plus. On s'aperçoit que depuis de nombreuses années, et notamment le fait de considérer que tous les enfants sont faits de manière identique, qu'on les fait avancer de manière identique, et qu'il n'y a pas une prise en considération finalement de la capacité des uns et des autres de ne pas faire pareil et de ne pas avancer de la même manière. On a voulu un collège uniforme, on a voulu une homogénéisation finalement des enseignements pour tous les enfants. Et force est de constater qu'à force d'homogénéiser, d'uniformiser, les enfants n'avancent pas de la même manière. Donc les résultats, de fait, pour certains sont mauvais et donc baissent la moyenne de manière générale. Et ça depuis de nombreuses années. Donc je pense que il est important de regarder en face ces résultats. On voit que, notamment pas par rapport à ces résultats de PISA, mais suite au dédoublement des classes dès 2017 dans les zones les plus difficiles, on voit que les évaluations nationales ont commencé à donner leurs premiers résultats pour les élèves de CM2 et 6e. Donc, ce qui veut dire que de prendre en considération des groupes de niveau, des plus petits effectifs avec un accompagnement différencié peut donner des résultats. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience et qu'il faut qu'on l'étende de manière évidemment beaucoup plus générale sur l'ensemble du territoire. Les groupes de niveau, ça fait partie des propositions de Gabriel Attal, on en parlera. On a 2 minutes juste avant le rappel des titres. Votre impression à vous, Lisa Kamen-Hirsig, c'est la faute à qui ? C'est la faute à quoi ? C'est la faute à qui ? C'est la faute à 40 ou 50 ans de politique de l'éducation qui privilégie la lutte contre les inégalités sur l'instruction. Et donc, on a finalement privé, je dirais, deux générations successives. On a privé 2 générations du patrimoine et de l'héritage auquel elles avaient droit. Et quand j'entends madame dire que les enfants ne sont pas tous pareils et qu'ils méritent d'avoir chacun ce qui lui revient, je suis entièrement d'accord, mais je pense que le gouvernement ne va pas au bout de cette logique, puisque ce qui permettrait ce type de politique et finalement de servir à chacun ce dont il a besoin, ce serait de permettre aux parents de choisir l'école de leurs enfants, non pas uniquement dans l'école monopolistique de l'État et de la République, mais d'avoir le droit de choisir l'école, y compris dans les écoles privées sous contrat, dans les écoles privées hors contrat, avec un système de chèque éducation, avec éventuellement une défiscalisation des écoles privées. En tout cas, on voit que le privé fonctionne mieux que le public. Non, on voit que simplement dans le privé, il y a des enfants qui sont issus des milieux socio-économiques privilégiés. C'est plus vrai si on enlève les différences socio-économiques, il paraît, d'après ce que dit l'OCDE, les résultats sont les mêmes. Alors il y a un indice très précis là-dessus qui s'appelle l'indice de position sociale, qui est calculé par l'Éducation nationale, c'est pas moi qui le calcule, sur des critères qui me semblent assez critiquables. Mais enfin bon, l'indice existe et ils s'en servent pour attribuer les subventions en fait aux écoles publiques, évidemment, puisque les écoles privées n'en reçoivent pas. Et cet indice montre qu'en fonction des zones géographiques, les écoles privées sont les élèves des écoles privées sont de milieux plus modestes que dans les écoles publiques. Je vis en Provence, c'est le cas. Donc c'est pas aussi simple que ça.
Par ailleurs, on sait que les écoles privées font très bien réussir les élèves des milieux modestes, et c'est bien pour ça que les gens, même des milieux modestes, aujourd'hui se ruent vers les écoles privées. Ils se sacrifient parfois financièrement pour mettre leurs enfants dans des écoles privées, parce qu'ils voient bien que leurs enfants, même de milieux modestes, même quand les parents sont pas capables de les aider, parce qu'ils viennent d'un autre pays, parce qu'ils n'ont pas le bagage intellectuel, que dans ces écoles-là, on prend leurs enfants en charge et qu'on s'en occupe très bien. On fait le rappel des titres, Maureen Vidal, et on revient tout de suite à ce débat. Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahou a fait part au président russe Vladimir Poutine de son mécontentement après le vote de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu. La Russie entretient des rapports cordiaux avec le Hamas et ne considère pas le groupe comme une organisation terroriste, contrairement à Israël, aux États-Unis et à l'Union européenne. Benyamin Netanyahou a également critiqué la coopération dangereuse entre la Russie et l'Iran. Nouveau refus d'obtempérer à Chelles, en Seine-et-Marne. 2 adolescents de 17 ans sont morts des suites de leurs blessures. Le conducteur du 2 roues a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Une course-poursuite s'est engagée avant qu'il ne perde le contrôle de l'engin. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mort des jeunes hommes n'est vraisemblablement pas consécutive à un choc avec une voiture de police. Enfin, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a déclaré vouloir relever de 2 ans l'âge d'accès à une indemnisation plus long pour les chômeurs âgés, de 55 à 57 ans, pour être cohérent avec ce que nous avons fait sur l'âge de départ à la retraite, selon le ministre. Un relèvement de 2 ans qui devra s'accompagner d'un effort de formation. On continue de s'interroger sur les résultats catastrophiques pour les Français du classement PISA. Pourquoi, à votre avis, Jean-Yves Masse ? Alors d'abord, j'aurais voulu éventuellement répondre sur l'enseignement privé. Juste une petite chose, c'est qu'en fait, vous parlez effectivement des revenus, et c'est vrai qu'il y a des familles modestes qui mettent leurs enfants dans le privé. J'habite en Seine-Saint-Denis et je suis bien placé pour le savoir. Mais c'est aussi c'est pas parce qu'on est de milieu modeste que forcément les enfants sont en échec, que les enfants n'ont pas un très bon niveau. Donc quand les élèves, c'est pas suffisant, c'est pas uniquement l'origine sociale qui compte, c'est aussi la motivation des parents, c'est aussi l'encadrement des parents. Donc vous récupérez des enfants dont les familles sont très motivées. Éloignez-vous un tout petit peu du micro, Jean-Yves. Pardon, excusez-moi. Vous récupérez aussi des enfants qui sont déjà, préparés à l'école, dont les familles. Donc c'est facile, évidemment, ce que vous dites, dire que vous faites mieux réussir ces enfants-là, notamment parce que vous êtes aussi, c'est beaucoup plus hétérogène aussi comme milieu. Je veux dire, quand vous mettez quelques enfants de milieux éventuellement défavorisés, mais volontaires avec des familles derrière, dans des ambiances dans une école privée dans lesquelles globalement ça se passe pas trop mal parce que on a une grande majorité de gens qui viennent de milieux favorisés, oui, effectivement, ils progressent. Mais ça, c'est exactement ce qu'on dit. C'est l'hétérogénéité, effectivement, peut faire progresser effectivement des enfants faibles, des enfants, des élèves, effectivement. Donc c'est pas très compliqué. Donc ce que vous dites n'est pas. Voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tous ces enfants-là, ils manquent à l'école publique. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, on a une. Oui, c'est. Forçons-les à retourner dans le public, même contre leur gré. Je pense que c'est vraiment la solution. Non, mais d'accord. Mais je veux dire, le choix de l'école, le choix de l'école privée. Pardon ? Plutôt que de copier ce que font les écoles privées, on va obliger les gens qui ont mis leurs enfants dans les écoles privées de retourner dans les écoles publiques, c'est ça ? L'objectif n'est pas d'opposer le public au privé. Je suis tout à fait d'accord, madame. Il faut respecter le choix des parents. Je pense que. Alors, pour vous, c'est quoi le problème ? Respecter le choix des parents. C'est clair qu'effectivement, je veux dire, quand on reproche effectivement au secteur public certains problèmes, alors qu'on a effectivement les meilleurs enfants qui vont dans le privé, voilà, c'est pas possible, quoi. Ce procès-là n'est pas entendable. Sur PISA, il y a quand même des choses. Oui, parce que si on regarde les résultats PISA des élèves, les élèves des écoles privées dégringolent comme les autres. Alors, je vais quand même relativiser le constat que vous faites, parce qu'en fait, vous avez vu que la France dégringolait. Enfin, je veux dire, elle est dans la moyenne. Or, une moyenne, comme vous le savez très bien, donc. Je dis dégringole par rapport à ses résultats précédents. Oui, mais c'est même d'accord. Je ne nie pas la baisse. Je nie pas la baisse. Il y a moins 21 points, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une moyenne. Donc il faut faire attention aussi. Je crois que je vais peut-être expliquer aux Français qui sont nuls en maths ce que c'est qu'une moyenne, ou aux journalistes ce que c'est qu'une moyenne. Excusez-moi. Mais oui, non, mais je veux dire une moyenne. Je regardais. Si vous regardez dans le document, je l'ai pas apporté ici. C'est dommage. On aurait pu faire la note qui a été rédigée par Éric Charbonnier et Evelyne Hu, qui sont les deux analystes de l'éducation. Vous vous rendez compte que les résultats, par exemple, de 60% effectivement de l'échantillon des élèves qui sont à 15 ans en seconde générale et technologique sont parmi les meilleurs. Enfin, je veux dire, on atteint les scores effectivement du Japon. Donc, alors effectivement, il y a des élèves, et vous avez raison de le souligner, il y a une augmentation effectivement des élèves en difficulté. Ça, c'est vrai, on peut pas le nier. Et il y a une baisse des élèves qui atteignent les plus hauts scores aussi. Alors,
Oui. Mais enfin bon, les élèves qui passent, 60% de l'échantillon, ça va. Donc c'est pas la catastrophe. Alors moi, ce que je dis dans la tribune, c'est qu'effectivement, quand on parle d'éducation, tout de suite, ça y est, c'est de gauche comme de droite. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on est dans le catastrophisme. Enfin, je veux dire, bon, à droite, on a les déclinistes qui nous expliquent, bon, comme Madame nous l'a expliqué tout à l'heure, c'était bien mieux avant, effectivement. Madame n'est pas à droite. Hein. Alors, sur les questions scolaires, enfin, de ce que j'ai entendu, on n'est pas tout à fait sur la même. Bon, peut-être pas de droite, mais enfin, vous êtes entre guillemets. Les deux hémisphères. Si vous voulez. Je ne sais pas pour qui vous votez, mais peu importe. Je crois qu'à l'école, il faut arrêter le gauche et le droite. Il faut essayer de plaider pour le bon sens. Je crois que. Oui, enfin, c'est quand même. On a quand même des gens qui sont au pouvoir, qui ont une étiquette politique, qui font des réformes, etc. Si l'école, c'est pas une question politique, je ne sais pas qu'est-ce qui est politique. Il faudrait qu'elle soit un peu moins politisée, l'école. Ça nous ferait peut-être un peu. Il faut dépolitiser l'école, c'est la première chose à faire. C'est vraiment très urgent. C'est marrant, c'est parce que ça vous arrange. Et surtout, qu'est-ce qu'on met derrière le mot politique Ah bah le politique au sens le politique, c'est-à-dire l'affaire de la cité, l'affaire de tout le monde, l'affaire de tous, l'affaire de tous, l'affaire de la démocratie, l'affaire de la République. Et le secteur, enfin, je veux dire, le fait qu'on puisse mettre un moment qu'il y ait ces deux secteurs privés et publics, c'est clair qu'effectivement, c'est pas politique au sens noble du terme. Reprenons justement ce que disent les analystes de l'OCDE. Sur PISA. Donc je disais effectivement qu'il y a une baisse, vous l'avez souligné, de 21 points, donc on est dans la moyenne. Alors sur la question de la moyenne, là je vous apprends rien non plus, c'est un classement, enfin excusez-moi, sur la question du classement, mais vous le savez, c'est comme le Tour de France, je me suis amusé à regarder le Tour de France, l'écart qu'il y a entre le premier et le 15e. Vous savez combien il y a? Alors, vous êtes 15e au Tour de France, c'est pas terrible, hein, c'est pas personne connaît, enfin en tout cas... personne connaît le 15e. Il y a 1 heure de différence sur 80 heures, d'accord? Enfin, sur le meilleur, il fait 80, et puis l'autre, il fait 81 heures. Enfin, ben, là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les écarts absolus ne sont pas si élevés que ça. Enfin, il y a je sais pas, 20-30 points d'écart entre peut-être un peu plus. Bon, peut-être 530 points pour le premier et 470. Mais vous savez ce que ça représente? Ça représente 3/4 d'une année scolaire. Oui, peut-être. Enfin, mais c'est très important. Oui, mais je suis d'accord avec vous, tout est relatif. C'est un classement. Et le catastrophisme est toujours problématique. Mais c'est 3/4 d'une année scolaire. Sur les raisons, il y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant. C'est-à-dire qu'effectivement, madame, vous nous expliquez que ça fait 20 ans ou 30 ans ou 40 ans que ça ne va pas. Moi, ça fait 30 ans ou 35 ans que j'enseigne et j'entends depuis 35 ans que ça ne va pas. Donc, la crise de l'éducation, vous le savez très bien, c'est Hannah Arendt dans les années 60 ou 50. Moi, ça fait 35 ans que j'entends que l'éducation est en crise. Donc, le discours que vous tenez, il est tenu par des gens depuis les années 80. Je vous renvoie au livre de Milner, que vous connaissez sans doute, de l'école. Enfin, tout ce que vous dites, tout ce que... Enfin, je n'ai pas lu votre livre, je le lirai sans doute peut-être, mais... Sans doute peut-être. Oui, je le lirai volontiers. Peut-être que sans doute, mais... Bon, je le lirai volontiers. Mais je pense que je sais ce qu'il y a dedans. C'est qu'effectivement... Bah oui, puisqu'en fait, c'est un petit peu... Oui, il y a un genre... Non, mais excusez-moi, mais il y a un genre littéraire, c'est le catastrophisme scolaire. Enfin, chaque rentrée, il y a une pile de bouquins qui sortent pour nous expliquer à quel point l'école, c'est la catastrophe, etc. Bon, moi, mon discours, je ne nie pas une certaine... Que tout va bien. Je dis juste qu'il faut aussi prendre un petit peu de recul et arrêter effectivement ces discours déclinistes, alors bon, enfin, politiquement, bon, ok. Mais c'est la même chose à gauche. Enfin, je veux dire, j'entends aussi à gauche des tribunes qui nous expliquent que l'école est encore beaucoup trop élitiste, que ça va pas du tout, etc. Donc d'un côté, on entend, le problème, c'est l'égalitarisme, et de l'autre, c'est l'élitisme. Bon, entre les deux, il y a peut-être effectivement un discours à tenir. Alors, je vous propose d'écouter le discours de l'OCDE, qui est ni de gauche ni de droite, on va dire, qui analyse des résultats et qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier. Il y a eu le Covid, ça, tout le monde l'a eu, mais il y a des problème spécifiquement français. Le manque d'enseignants affecte encore plus les Français que les autres. Les Français, toujours les élèves, se sentent moins soutenus par leurs enseignants que les autres. Et les parents français s'impliquent moins en moyenne dans la scolarité de leur enfant qu'autrefois. Voilà, ça c'est les 2-3 trucs que nous dit l'OCDE. Vous êtes d'accord avec tout ça? Je suis complètement d'accord. Vous l'avez constaté? Mais oui, on le constate tous les jours sur le terrain. Je suis d'ailleurs étonnée que vous soyez si dubitatif. Évidemment, l'école va très mal. Vous savez, apprendre, découvrir, acquérir des connaissances, c'est quelque chose de merveilleux. Mais depuis un certain nombre d'années, l'effort que ça demande est déclaré insupportable. Donc, il y a un manque d'exigence, il y a une espèce de démagogie, une victimisation qui est une insulte à l'intelligence de nos enfants et qui fait que, oui, le niveau baisse. Voilà, le niveau baisse sensiblement, année par année. Effectivement, vous dites, ça fait 50 ans à peu près, je pense à peu près depuis le début du collège unique. Le collège unique est une aberration et voilà, et rien ne va.
et rien ne va. Mais alors, dans votre livre, Cécile Chabot, je me souviens que vous incriminiez beaucoup les écrans. Ce que remarque l'OCDE, c'est que les élèves français utilisent moins les instruments numériques, et notamment les smartphones à l'intérieur et hors des établissements scolaires, que la moyenne des pays de l'OCDE. Pourtant, on baisse plus, mais nous, ce n'est pas les écrans. Les statistiques, je m'y connais pas bien, en tout cas sur le terrain. Moi, je regarde toujours sur le terrain, et effectivement, oui, j'incrimine les écrans, mais parce que il y a un problème après au niveau de l'imagination, au niveau relationnel, même ma collègue en parlait au niveau relationnel entre les parents et les professeurs. Les écrans, c'est une engeance, vraiment, ça fait énormément de mal. Dans mon livre, j'essaie de rester relativement positive et parce que j'adore mes élèves, donc j'essaie d'avoir un regard toujours bienveillant, optimiste. Mais voilà, je suis comme beaucoup, le prof qui va au front malgré tous les dysfonctionnements de l'éducation nationale. Et je trouve les mesures annoncées plutôt de bon augure. Voilà. Alors, il y a juste une chose qui manque, à mon avis. On parlait enfin, on s'intéresse à l'hétérogénéité. Ça, j'en suis ravie, parce que dans les salles des profs, on ne parle que de ça. C'est vraiment ça qui pose problème dans les classes. Vous voulez dire la mixité sociale ? Non, je veux dire dans une classe, quand on a des petits non francophones, les pauvres qui sont largués, quand on a des élèves Ulysse, donc en situation de handicap, quand on a des élèves en très grande difficulté, et à côté de ça, des enfants qu'on aspire à emmener vers Henri IV et Louis le Grand, c'est extrêmement compliqué. Et d'une certaine façon, c'est bien plus compliqué que moi, mes premières années, quand j'enseignais en Seine-Saint-Denis, et où tout était à peu près homogène, c'était bien plus simple d'une certaine façon. Alors, on parlait des groupes de niveau. Gabriel Attal voudrait des groupes de niveau. Alors là aussi, je vais vous dire ce que la recommandation de l'OCDE, les groupes de niveau, ça peut fonctionner dans quelques matières. Mais il faut faire attention, parce que si c'est dans toutes les matières, ça donne la classe des bons, la classe des moyens et la classe des nuls. Et là, tout le monde s'écroule. Ça, c'est la recommandation de l'OCDE. On faisait souvent, si je puis me permettre, à notre époque, où on avait de la 6e 1 à la 6e 5. On était en 6e 1, c'était la bonne classe, et 6e 5, en général... C'était ceux qui se suivaient moins. Là, l'idée, c'est pas ça. C'est vraiment de centrer sur les français et les mathématiques, effectivement des groupes de niveau, mais pas des niveaux qui restent forcément toujours au même niveau. L'objectif, c'est effectivement d'emmener les élèves vers le plus et de les prendre en considération dans leur spécificité en fonction de là où ils en sont, et pour les aider justement à bien avancer. Et le fait aussi de rajouter plus de mathématiques et de sanctuariser aussi les mathématiques, notamment au niveau du lycée, avec l'arrivée d'une épreuve de maths en première. Oui, ça, c'est pour contrebalancer la réforme de Jean-Michel Blanquer, qui avait oublié les maths. Qui avait certes oublié les maths. Moi, j'aime bien regarder devant ce qui est proposé. Oui. Et je pense qu'il faut prendre en compte la spécificité, pour revenir avec tout ce que vous avez dit jusqu'ici. Je suis, entre guillemets, jeune députée, parce que je suis arrivée fin août. J'ai derrière moi 15 ans de mandat local en charge de l'éducation dans ma ville, et j'ai surtout 3 garçons, et donc 23 ans d'accompagnement de mes garçons en tant que représentante de parents d'élèves. J'ai bien vu la bascule qui s'est faite au fur et à mesure du temps, et je pense que là où c'est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui, on remet aussi l'enseignant dans son rôle principal. C'est le sachant qui sait où en est l'enfant et qui peut être à même de conseiller, d'indiquer aux parents quels sont les moyens pour le faire avancer, lui faire arriver et choisir à terme sa voie. Et ça, je pense que c'est important. Il faut que chacun retrouve son rôle. Les parents sont les premiers éducateurs, les enseignants sont les premiers instructeurs. Alors, Et au centre, il y a les enfants, et c'est eux que nous devons emmener ensemble vers l'excellence. Il y a une chose que vous venez de dire qui est importante quand vous parlez des enseignants, parce que moi, c'est peut-être la réserve que j'aurais vis-à-vis des groupes de niveau, alors qu'ils soient flexibles. C'est impeccable. Flexible, ça veut dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Oui. Si on s'améliore, on doit pouvoir changer tout de suite. Exactement. La question que je pose, c'est qui mettons devant ces enfants ? Parce que qui dit groupe de niveau à petits effectifs, dit qu'il va falloir rajouter des professeurs. Et moi, la question que je pose, c'est les professeurs, où est-ce qu'on les trouve ? Parce qu'à l'heure actuelle, on ne recrute pas des professeurs, on les racole. Et combien de professeurs, alors évidemment je ne devrais pas le dire, mais enfin moi, ne serait-ce que dans mon collège, combien de professeurs ne sont pas à leur place ? Être professeur, ça ne s'improvise pas.
il faut avoir la vocation, il faut avoir les compétences, il faut avoir l'amour des enfants. Et il ne faut pas se dire qu'il faut aussi avoir de l'exigence pour eux. Et il ne faut pas se dire, je vais être professeur parce que je vais avoir des vacances et parce que je vais avoir, j'ai beaucoup aimé votre expression, une rente à vie. C'est exactement ça. On a la sécurité de l'emploi et on est tranquille, on ferme la porte de sa classe et on fait ce qu'on veut. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont comme ça. Je jette peut-être un pavé dans la mare, mais des générations d'enfants sont sacrifiés, les parents le savent, hein. Parce qu'il y a des professeurs qui ne sont pas à leur place. Alors peut-être qu'il faudrait aussi travailler sur le recrutement des professeurs et travailler sur avec des professeurs qui sont faits pour être professeurs. Parce que tout le monde ne peut pas être professeur. Le gouvernement va devoir travailler sur le recrutement des professeurs de toute façon, puisque d'après ce que Gabriel Attal a dit, il voudrait qu'on ne puisse plus passer au lycée si on n'a pas eu le brevet des collèges. Ça veut dire qu'on va redoubler, et il veut qu'on redouble, et donc il va falloir plus de classes, plus de professeurs. Je précise, ce n'est pas le redoublement sec, c'est le fait d'instaurer une prépa lycée, donc une seconde prépa lycée, donc ce qui n'est pas tout à fait la même chose. C'est pas refaire le programme de troisième, c'est permettre justement aux enfants qui n'ont pas eu le brevet. Et je pense que le fait de réinstaurer le fait que le brevet est un vrai diplôme, de la même manière, je reviens en arrière, mais on n'avait pas notre brevet, on ne passait pas dans la classe supérieure, ou en tous les cas, c'était souvent la condition qui était donnée sur le bulletin de fin d'année. Si vous n'avez pas votre brevet, vous ne passez pas au-dessus. Je pense que de redonner et de revaloriser l'ensemble des diplômes, en ce compris le brevet, en ce compris aussi tous les examens tels que le CAP, où il va être instauré aussi des mentions pour le CAP, je pense que c'est valoriser le travail de l'élève, c'est de l'enfant, j'ai envie de dire, parce que je parle plutôt d'enfant que d'élève à chaque fois, c'est de mettre en valeur ses compétences, c'est de mettre en valeur son excellence et le fait qu'il ait travaillé, de valoriser ces diplômes-là. Donc effectivement, il va falloir débloquer des moyens en ce sens, il va falloir aussi recréer des vocations. Il y a une deuxième étape qui va arriver, c'est aussi de revoir la formation des enseignants, tant dans leur entrée en master et autres, mais aussi dans la formation continue pour redonner les clés permettant d'accompagner les professeurs pour l'excellence des enfants. Jean-Yves Mas, la formation continue, vous voulez la mettre sur les vacances déjà, donc vous étonnez pas effectivement que ça se bouscule, que ça ne se bouscule pas, enfin, faut être un petit peu sérieux. Juste un chiffre, est-ce que vous connaissez le taux de réussite au brevet ? Le taux de réussite au brevet, je vais être très honnête, je n'ai pas le chiffre exact. C'est à peu près 90%, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il y a 10% des élèves qui potentiellement, dans une classe d'âge, parce que tout le monde va au collège, enfin, jusqu'en 3e, c'est-à-dire que vous allez faire redoubler, excusez-moi, mais c'est une deuxième année, bon ok, c'est une prépa lycée, c'est pas un redoublement, mais enfin bon bref, vous allez refaire une année à 10% d'une classe d'âge. À 10% d'une classe d'âge, sachant, alors on va... Ça fait quelques profs, quand même. Ça fait quelques... on est bien d'accord. Non, quelques élèves, surtout. Ça fait quelques élèves, d'abord, quelques enfants. Une génération, c'est 600 000 personnes. Hein. C'est 600 000. Et on est en baisse, en plus, on va avoir une Madame va recréer des vocations. Démographique qui est assez... On vous a pas entendu... Madame va recréer des vocations. Enfin, le gouvernement, Madame a dit, on va recréer des vocations. Alors, il faudra m'expliquer comment on fait pour recréer des vocations. Donner envie à des jeunes qui sont aujourd'hui au lycée, qui ont envie aussi de devenir prof. Et il y en a beaucoup, oui. Moi, je suis enseignante depuis 20 ans. Et je crois que ce qui manque aux enseignants aujourd'hui pour avoir envie de devenir enseignant, c'est la liberté. C'est pas des questions de salaire, c'est pas des questions de... On l'a jamais enlevé, la liberté pédagogique auprès des enseignants. Je suis désolée, moi je vois les programmes, je les vois chaque année, hein, j'enseigne, donc je me renseigne quand même sur ce que je suis censée enseigner. Après, j'avoue que parfois j'échappe un petit peu aux injonctions. Enfin, je fais en sorte de ne pas farcir la tête de mes élèves avec ce que je lis dans les programmes en ce moment, puisque aujourd'hui, une semaine d'école est rythmée par la journée de la laïcité, la semaine suivante, la journée du harcèlement, enfin contre le harcèlement, la semaine d'après, c'est la journée des Jeux Olympiques, quand c'est pas la semaine des Jeux Olympiques, ensuite c'est le paralympisme, ensuite c'est l'égalité garçon-fille, ensuite c'est l'écologie, on va ramasser les mégots, on va planter des arbres avec monsieur le ministre, enfin on passe son temps à faire, à travailler sur ce qu'on appelle, on va dire gentiment, les valeurs de la République, et en réalité je crois que les enseignants, enfin les jeunes gens qui souhaitent aujourd'hui devenir enseignants ont envie d'instruire les enfants, de leur donner le savoir, de leur donner l'envie de continuer à étudier par eux-mêmes, de leur apprendre la grammaire, leur apprendre les mathématiques, de leur apprendre l'histoire, géographie, je termine. Aussi leur apprendre la grammaire, le français, l'histoire. Je ne pense pas qu'on puisse apprendre la grammaire en ramassant les mégots, mais ça c'est un point de vue personnel. Je pense qu'il faut revenir aux fondamentaux.
encore une fois, je pense que si les parents se ruent vers les écoles privées et de plus en plus vers les écoles privées hors contrat, c'est-à-dire qu'ils sont libres de leur programme, sans être libres des objectifs. Elles ont les mêmes objectifs à atteindre à la fin du CM2, puis à la fin de la 3e que les écoles publiques. Mais elles sont libres de leur programme. Si les parents se ruent, s'il y a une centaine d'écoles privées hors contrat qui se créent chaque année, et s'il y a aujourd'hui 1% des élèves qui sont scolarisés dans ces écoles, c'est beaucoup. C'était pas du tout le cas il y a 10 ans. C'est notamment parce que les enseignants, ils sont libres de leur pédagogie, d'appliquer les programmes qu'ils souhaitent, etc. Et je pense que cette liberté-là manque beaucoup aux enseignants aujourd'hui, et on ne pourra pas se priver de cette réflexion-là. Je pense aussi que le fait, comme l'évoquait ma collègue tout à l'heure, que les gens passent un concours une fois et puis décrochent ce concours et puis ensuite soient fonctionnaires pour le restant de leur jour avec ce que j'appelle effectivement une rente à vie, est un gros problème parce que quand ils ne font pas leur travail, ils sont indéboulonnables. Franchement, pour se faire virer l'éducation nationale, il faut y aller. Regardez, j'ai écrit un livre, un brûlot sur l'éducation nationale, j'y suis toujours. Bon, je ne tiens pas à me faire virer, je le précise au passage, mais je veux dire, il faudrait peut-être que, je sais pas, il faut taper un enfant pour se faire virer. Il y a des tas d'enseignants qui ne font pas leur travail. Il y a des tas d'enseignants qui n'ont plus la foi, qui restent là parce que bon, c'est pratique, on touche un salaire certes modeste, mais enfin on touche quand même un salaire. Il y a un statut, hein, le fait d'enseigner, ça donne quand même un crédit aux yeux de la société. Et finalement, cette rente à vie, elle joue contre eux parce que dans les pays où l'éducation, d'ailleurs, dans les pays où l'éducation nationale fonctionne bien, elle ne s'appelle pas éducation nationale, elle s'appelle instruction publique déjà. Et dans ces pays-là, en général, les enseignants sont contractuels avec la collectivité qui les emploie. La mairie, quand c'est l'école primaire, puis éventuellement le département, le canton, enfin ça dépend des pays. Ils ne sont pas fonctionnaires. Et pour la raison qu'on ne peut pas garantir qu'on a envie de faire le même métier pendant 40 ou 50 ans, et surtout pas avec des petits-enfants. Enfin, vous le savez, c'est difficile de travailler avec des enfants. Donc je pense qu'on ne pourra pas se passer de ce débat-là. Et à mon sens, moi, je pense qu'il faut défonctionnariser ce métier. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que ce n'était pas l'objet de l'échange, mais je ne veux pas non plus aussi que pour celles et ceux qui nous écoutent, je pense que l'ensemble des enseignants, ce que vous décrivez là, est quand même un tableau que je ne peux pas entendre. Mais je suis maîtresse d'école depuis 20 ans, madame. Je vois les enseignants autour de moi. Vous êtes peut-être enseignante depuis 20 ans. Moi, je ne suis certes pas enseignante, mais je pense pouvoir dire que je suis, entre guillemets, dans ce milieu-là pour avoir travaillé sur tous ces sujets éducatifs et être en lien avec les directeurs d'école de ma ville et au-delà de ma ville, parce que tous ces sujets-là me passionnent, mais c'est la grande majorité des enseignants font admirablement bien leur travail. Alors comme dans tout milieu, oui, il y a sans doute des enseignants qui n'ont pas leur place. Mais ce n'est pas uniquement à l'éducation nationale. C'est dans tous les métiers, il y a des personnes qui effectivement ne sont pas à leur place. Pour autant, il y a une grande majorité d'enseignants qui font merveilleusement le travail et je pense qu'il faut leur rendre aussi hommage. Oui, quand ils arrivent à faire leur travail, c'est admiral parce que c'est une lutte contre toute une institution. Il y en a beaucoup. Alors Jean-Yves Masse, vous opposez public et privé là-dessus. Oui, depuis tout à l'heure, j'apporte un témoignage. Non, je suis absolument pas. Enfin, moi, je m'inscris en faux. Oui, comme dit Madame, il y a des gens qui dysfonctionnent. Oui, ça arrive. Il y a aussi il y a aussi des histoires de vie compliquées parfois, comme dans tous les milieux. Il y a des gens qui sont Après, si c'est vraiment le problème, c'était ça saurait. Enfin, je veux dire, nous, je suis dans des enseignements. Non, mais écoutez, moi, je suis dans des lycées où on se bat pour récupérer un demi-poste de ceci, un demi-poste de cela, etc. Enfin, c'est pas du tout le problème. C'est pas les profs défaillants. Enfin, je veux dire, qui en existe. Mais on peut dire aussi que c'est un problème quand un prof a 120 élèves par an. On sacrifie quand même 120 enfants. C'est pas rien. On peut pas dire que c'est rien. C'était pareil il y a 20 ans, il y a 30 ans. Enfin, je veux dire, mais enfin, on peut dire. C'est pas nouveau. Non, mais d'accord, mais c'est pas nouveau. Mais on peut peut-être essayer d'agir. Alors, je voudrais, pour pas rester sur uniquement le problème des professeurs, puisqu'on l'a dit, les parents s'engagent moins. Il y a aussi alors c'est vrai, les élèves disent que leurs professeurs sont moins motivés, mais on a quand même un système d'éducation en France, et là encore, je me réfère à la note de l'OCDE, qui n'arrive pas à compenser les difficultés. Dès qu'un élève est en difficulté, il va commencer à les accumuler et il risque de se retrouver en échec scolaire. Alors il se trouve qu'il y a plus d'enfants issus des milieux socio-économiques défavorisés qui affrontent ce genre de problème, et qu'on a remarqué que quand on vient d'un milieu défavorisé en France, on a 10 fois plus de chances qu'un élève issu des milieux favorisés d'échouer au test PISA, et c'est de ça qu'on parle, c'est de notre échec au test PISA. Donc on voit bien que c'est un vrai problème en France, ça.
Mais et c'est typiquement français. Gabriel Attal je veux dire, je lui reconnais ce mérite d'avoir dit ce que peu de gens osent dire, c'est que tout se joue à l'école primaire. Combien de fois je me suis fait museler dans des réunions parce que je disais, je suis professeure de collège, donc je récupère entre guillemets des enfants de 6e qui, pour beaucoup, ne savent pas lire. Lire, c'est-à-dire déchiffrer, comprendre, savoir interpréter, donc qui ne savent pas lire, qui ne savent pas écrire, hein, qui ont des problèmes même de graphie. Et on est en droit de s'interroger, sans condamner bien sûr, mais on est en droit de s'interroger. Ce sont des enfants, ça fait 8 ans qu'ils sont à l'école. Comment ça se fait que des enfants puissent avoir un tel niveau ? Je rappelle que vous êtes professeur de collège à Paris. Hein, à Paris. Oui, mais j'ai été 10 ans professeur de collège dans le 93. Enfin, pour moi, ça ne fait pas de différence. Je vais vous dire, ça ne fait pas de différence. Oui, justement, il n'y a pas de différence. Oui, il n'y a pas de différence. Donc, voilà. Et je pense que tout se joue à Là, on va poser la question à votre voisine, qui est professeure des écoles. Vous êtes d'accord ? Je vous ai dit tout à l'heure, hein, quand je vois l'inanité des programmes, je n'ai pas besoin de chercher plus loin. Hein. Quand on passe son temps à faire de l'idéologie à l'école, je vous dis, moi, l'objectif de l'école, il suffit d'aller sur le site de l'Éducation nationale pour le voir, l'objectif de l'école aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les enfants soient engagés dans un combat politique. C'est l'école de l'engagement. Alors ça a été l'école de la confiance, ensuite c'était l'école de l'engagement. Dans tous les cas, l'idée c'est toujours de lutter contre les inégalités. Et alors, plus on lutte contre les inégalités, c'est quand même phénoménal, plus on lutte contre les inégalités, plus elles se creusent. Donc il faut peut-être arrêter de lutter contre les inégalités et penser à instruire les élèves. Il me semble que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant de quelque milieu qu'il soit, c'est l'instruction, le savoir, la connaissance pure, sans idéologie derrière, sans dire aux enfants vous devez vous engager pour l'écologie. Alors on leur donne des mallettes d'écologistes et on doit faire des débats en classe. Ils doivent représenter qui l'écolo, qui le méchant patron qui pollue. Et je vous assure, tout ça est vrai. J'ai des exemples dans mon livre. C'est pas un problème, je termine. Merci monsieur, je termine. C'est donc à partir du moment où on a renoncé à transmettre. Et d'ailleurs, c'était la lubie des pédagogistes dès les années 60-70, disant que la transmission était une violence de classe, puisque finalement ceux qui transmettaient déjà à la maison, c'était les bourgeois, et que donc l'école devait décimer les bourgeois, parce que c'était des salopards qui avaient le pouvoir, en gros. Donc cette idéologie-là a finalement infusé les programmes de l'éducation nationale, les formations de professeurs, les syndicats de professeurs qui sont assez puissants. Alors de moins en moins quand même, mais qui sont quand même encore assez puissants et assez nombreux. Et aujourd'hui, on a des programmes scolaires. Moi, j'invite vraiment tous les téléspectateurs à aller mettre leur nez dans le site de l'Éducation nationale, ainsi que dans les sites des INSPE, c'est-à-dire ce qui a remplacé les IUFM, c'est les instituts qui sont censés former les enseignants aujourd'hui. Ils sont écrits pour, je crois, à peu près la moitié d'entre eux en écriture inclusive. Sur les pages de ces centres de formation, les pages d'accueil en général, on trouve des formations donc proposées aux futurs enseignants sur l'égalité des sexes, l'antiracisme, l'écologie, les valeurs de la République dans toutes leurs acceptions. Alors ça va de la fraternité à la laïcité, en passant. Alors il faut passer par le carré républicain pour se faire rééduquer, parce qu'on est des fois qu'on soit pas assez éduqué à l'école, quand on arrive dans ces centres de formation, on va vous rééduquer. Il y a un très bon livre d'un monsieur qui s'appelle Patrice Jean, qui s'appelle Rééducation nationale, que je vous invite à lire également, dans lequel il raconte, mais c'est un roman, hein, c'est très drôle, dans lequel il raconte comment on rééduque les professeurs avant de rééduquer les élèves. Alors, dernier mot à ma gauche, puisqu'il reste une minute. Je pense qu'effectivement, les annonces de Gabriel Attal devraient vous satisfaire, parce que son objectif, c'est de remettre au centre les fondamentaux français et maths. Je pense que ça, il faut le souligner, et ça devrait vous rendre heureuse de ce point de vue-là. Je pense que malgré tout, d'enseigner les français et les maths, ça n'empêche pas aussi d'apprendre les valeurs et d'apprendre aussi le monde qui nous entoure. Et je pense que c'est un concentré de tout ça. Quand on fait une leçon, moi je peux vous dire, moi j'ai pas la même temporalité que ma collègue. Moi j'ai vraiment très peu de temps les élèves, mais je peux vous dire que pendant 1 heure, avec toutes les digressions qu'on peut faire, évidemment, on apprend à être un citoyen. Moi, j'inculque les valeurs que j'inculque à ma fille, bien évidemment. Mais pour rebondir sur ce que très vite disait ma collègue, oui, moi,
participé à des réunions avec des collègues d'élémentaire où on disait qu'il ne fallait pas donner de devoirs écrits parce que c'était, vous comprenez, les élèves défavorisés, c'était pas bien pour eux, c'était pas très juste. Bon, résultat, les élèves je veux dire, de conditions plus modestes, non, plus élevées, eh bien, pour pallier les défaillances de l'éducation nationale, eh bien, ils avaient des cours particuliers et voilà comment l'écart se creusait. Et les gamins qui n'avaient pas de devoirs, ils allaient jouer au foot sur la dalle. Et voilà comment on creuse. Ce sera le mot de la fin. Donc, lutter contre le harcèlement scolaire, c'est pas une bonne idée alors. L'école ne doit pas lutter contre le harcèlement scolaire. L'école ne doit pas lutter contre le réchauffement climatique. Cette question m'est destinée. Est-ce que j'ai le temps de répondre? Juste très vite. Alors, lutter contre le harcèlement scolaire, c'est une chose. Passer des journées ou des semaines à parler de harcèlement. Moi, j'ai dû faire remplir à mes élèves un questionnaire pour savoir si à la cantine, ils étaient harcelés, si dans la cour, ils étaient harcelés, si en quittant l'école, ils étaient harcelés. Un questionnaire, ça leur a pris 2 heures de remplir le questionnaire. Tout ça pour conclure que les élèves de mon école n'étaient pas harcelés. Donc je vois pas. Il me semble que s'il y a un problème de harcèlement dans mon école, les élèves en parleront aux adultes qui les surveillent. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème. Je veux dire, non mais on s'arrête là. On a bien compris qu'on ne vous réconciliera pas ce soir. Merci tous les 4 d'avoir participé à ce débat. Le rappel des titres, Maureen Vidal, et ensuite on s'intéresse à un autre record battu par la France cette année, celui des prélèvements obligatoires. L'armée israélienne a livré de violents combats au Hamas palestinien dans la bande de Gaza et a intensifié ses raids aériens. Les États-Unis ont approuvé d'urgence la vente à Israël de près de 14 000 obus équipant les chars Merkava engagés dans l'offensive contre le Hamas. Environ 1,9 million de Palestiniens, soit 85% des habitants selon l'ONU, ont fui vers des zones du sud. Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a accusé Israël de préparer le terrain à l'expulsion massive des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte. Accusation rejetée par les autorités israéliennes. Si l'on continue dans cette voie, Gaza ne sera plus une terre pour les Palestiniens, a-t-il déclaré. Une boutique du 8e arrondissement de la capitale a été braquée ce matin. 2 individus masqués sont entrés munis de marteaux et de gaz lacrymogène. Ils se sont emparés de nombreuses montres et de bijoux avant de prendre la fuite. La brigade de répression du banditisme est saisie de l'enquête. Bienvenue, si vous nous avez rejoints en cours d'émission, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Jean-François Guéraud vient de nous rejoindre, il est commissaire de police, spécialiste du crime organisé, et il vient de publier La Mafia et la Maison Blanche, ses 10 ans de travail et d'ultimes révélations sur l'assassinat de John Kennedy il y a 60 ans. On en parle dans une demi-heure, vous saurez les noms, et vous verrez même les photos des probables commanditaires de l'attentat. Mais tout de suite, on continue sur la France. Après la recherche et l'éducation, on va s'intéresser aux impôts. Notre pays vient en effet de battre un record. Selon Eurostat, le taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB atteint 48%, plus de 6 points au-dessus de la moyenne des pays de la zone euro. On est champion de la zone euro. On est loin du néolibéralisme dont on accuse Emmanuel Macron, puisqu'au-delà de 40% de prélèvement obligatoire, on basculera dans le socialisme, avait déclaré le président Giscard d'Estaing. Eh bien, on y est parvenu au-dessus des 40% sous François Mitterrand. On a franchi la barre des 45% en 2019 sous Emmanuel Macron. On est aujourd'hui à 48%. La première question, c'est pourquoi? Je vais la poser à nos 3 visiteurs du soir. Olivier Babot, vous êtes économiste, vous êtes l'auteur de L'horreur politique, l'État contre la société. Vous dirigez l'Institut Sapiens, que vous avez cofondé avec Laurent Alexandre et Dominique Calmels. Christophe Rameau, vous êtes membre des économistes atterrés, maître de conférence à la Sorbonne et chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Vous êtes l'auteur de L'État social pour sortir du chaos néolibéral, c'était en 2012. Et en 2022, vous avez publié Pour une économie républicaine. Et enfin, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Vous êtes le coordinateur du groupe Renaissance au sein de la Commission des finances. Alors à vous l'honneur, pourquoi on en est arrivé à ce record et faut-il en être fier ? Non, il ne faut pas en être fier, mais si on prélève trop d'impôts et de taxes, c'est d'abord parce qu'on dépense trop. On a le système le plus redistributif des pays de l'OCDE.
Et on a des dépenses publiques, et notamment des dépenses sociales, qui sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Je pense notamment aux dépenses de retraite. On dépense aujourd'hui 14% de notre richesse nationale pour notre système de retraite, contre 11 à 12% dans les autres pays de l'OCDE. Un modèle social aussi généreux, aussi redistributif, ça se paye en impôts et en taxes. Pour vous donner un chiffre, l'INSEE dit que les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres dans notre pays sont de 1 à 18 avant redistribution par l'impôt et par les prestations sociales. Après, elles sont de 1 à 3. Quand on entend dans le débat public dire que notre pays est un pays profondément inégalitaire, que vous avez parlé de politique, que la politique qui est menée depuis des années est une politique néolibérale et austère, c'est totalement faux. De 1 à 3, chez moi, c'est une grosse moyenne. On connaît tous des gens qui gagnent 4 fois ou 5 fois plus que nous. C'est oui. Comme ça qu'on définit les riches, d'ailleurs. Le riche, c'est celui qui gagne 4 fois plus que vous. C'est la note de l'INSEE qui dit ça. C'est-à-dire que le système, à la fois fiscal et social, permet de réduire massivement les inégalités. Par exemple, pour les personnes qui sont dans les 30% les plus pauvres, c'est à peu près 70% de redistribution fiscale ou sociale. Dans notre pays, il y a environ 57%, quasiment les 2 tiers des personnes, qui reçoivent plus du système fiscal ou social qu'elles n'y contribuent. Et ça pose une difficulté. C'est fait que la contribution, elle repose majoritairement sur un public qui contribue beaucoup plus que les autres. Un chiffre encore, l'impôt sur le revenu est aujourd'hui hyper concentré. On a 10% des Français qui acquittent 70% du produit de l'impôt sur le revenu. Mais alors, pourquoi, Olivier Babot? Parce que si on remonte, je parlais de Valéry Giscard d'Estaing qui pensait qu'au-delà de 40%, on passait dans le socialisme. Sous Valéry Giscard d'Estaing, les services publics étaient bien plus riches qu'aujourd'hui. La redistribution fonctionnait. Je crois que c'est le moment de l'histoire de France où les inégalités en moyenne, ont été les plus réduites. Elles ont recommencé à grandir sous François Mitterrand. Je ne suis pas en train de faire l'éloge de Valéry Giscard d'Estaing, mais je veux dire par là qu'à l'époque, avec moins de prélèvements obligatoires, en tout cas en pourcentage, ça ne marchait pas trop mal, le système social français. Alors pourquoi aujourd'hui 48%? Pourquoi le record d'Europe? On arrive au bout de près de 50 ans de dérive de l'acheter, peut-être de pusillanimité d'ailleurs de la part de nos dirigeants, où on a acheté à coût de milliards, la facilité de politique sociale dont on n'a pas vraiment voulu voir l'efficacité, de dépenses dont on n'a pas voulu voir l'organisation, ce qui fait que oui, il y a un choix collectif en France d'un État-providence très présent. C'est un choix collectif qui est tout à fait possible et qu'on peut tout à fait affirmer. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a des pays qui sont beaucoup moins disants en termes d'impôts et qui sont, du point de vue de la qualité des services publics, objectivement bien supérieurs à nous. On comprend bien que cette dépense aujourd'hui, elle est très très mal orienté. Mais c'est pire que ça. Le problème aujourd'hui de ce niveau de fiscalité, c'est que nous sommes entrés dans une espèce de cercle vicieux complètement fou qui fait qu'aujourd'hui, ces prélèvements obligatoires tue la croissance. Or, cette croissance est la seule façon de continuer à permettre d'avoir ce système social extrêmement développé. Aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à baisser les dépenses? Parce que la charge de la dette est en train d'exploser sous l'effet, malheureusement, de l'augmentation des taux. C'est en passe de devenir le premier budget de l'État devant l'éducation nationale. C'est la moitié du budget, c'est la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu qui est aujourd'hui absorbée par la charge de la dette. Et en fait, pris dans ce cercle devenu fou, nous avons beaucoup de mal à baisser les dépenses. Augmenter encore les impôts est impossible et nous ne pouvons plus augmenter le déficit parce que le FMI et l'Europe nous l'interdisent. Nous sommes pris dans une espèce d'incapacité qui fait que ça craque de tous les côtés. Dès qu'on essaye de fermer un petit peu le robinet, c'était le cas des retraites, on voit bien que, on met un an de gens dans la rue et deux, en fait, on n'y arrive pas puisque l'augmentation des taux a effacé en un an tout l'effort théorique des 12 milliards qu'on a gagné avec cette petite réforme. Pour préciser, la France doit lever en 2024 285 milliards d'euros à moyen ou à long terme sur les marchés financiers pour financer sa dette. Là aussi, c'est un montant record. On n'a jamais eu besoin de... Et c'est à long et à moyen terme, parce qu'on va emprunter en plus 150 milliards à court terme. Votre diagnostic à vous, Christophe Rameau? Quand on parle de prélèvement obligatoire, le chiffre que vous avez cité, les gens, ce qui pourrait s'être évoqué ici, on pense tout de suite services publics. Il faut savoir que les services publics, ça représente à peine un quart de la dépense publique et donc des prélèvements. Le reste, c'est des transferts. Le reste, c'est des sommes qui sont prélevées, effectivement, mais qui sont reversées
à des ménages, principalement aux ménages, aussi aux entreprises. Et donc, c'est pour 500 milliards, c'est ce qu'on appelle des prestations sociales en espèces, c'est-à-dire c'est les retraites essentiellement. D'accord ? C'est les retraites, c'est les dépenses, le remboursement des dépenses de santé, les aides au bédage, comme quand on paye le plein, par exemple, et puis des aides aux entreprises. Alors, un point de méthode très important. La part des salaires versés aux fonctionnaires en pourcentage du PIB, elle n'a pas augmenté, écoutez-moi bien, depuis 40 ans. Ouais. Depuis 40 ans, 13% du PIB. Et les services publics étaient mieux lotis sous Valéry Giscard d'Estaing qu'aujourd'hui. Ce qui a augmenté, la raison pour laquelle les prélèvements obligatoires, la dépense publique a augmenté, c'est parce qu'il y a toutes ces sommes qu'on socialise pour faire vivre notamment des retraités, soigner des malades, etc. Alors, un point important, par exemple, parce que l'essentiel, la raison pour laquelle on bat le record, c'est essentiellement pour les prélèvements qui sont des prélèvements visant à financer ces prestations sociales. Aux États-Unis, le taux de prélèvement obligatoire est beaucoup plus faible. Mais vous savez, l'OCDE, elle calcule un taux de prélèvement en intégrant le privé. Puisqu'il faut faire vivre les retraités. Et en France, on a choisi de les faire vivre essentiellement avec des pensions publiques. On est un des seuls pays au monde où les retraites complémentaires, qui existent partout ailleurs, mais on les compte dans la dépense publique parce qu'elles sont obligatoires, elles sont gérées en répartition. Mais ça existe dans les autres pays au monde. Et donc, quand on additionne aux États-Unis les prestations sociales publiques et les prestations sociales privées, eh bien, on arrive à 30% du PIB. On est exactement au même chiffre qu'en France. Et donc, la question qui se pose, c'est quel est le système le plus juste ? Je pense, et je suis pour que le privé existe, je vous rassure sur ce plateau, je pense que le privé a du bon, d'accord ? Mais il faut accepter que nous vivons dans des sociétés où il y a de l'intérêt général à prendre en considération, et de toute évidence, quand les retraites sont prises en charge par le public, ça fonctionne mieux. C'est moins coûteux, c'est moins inégalitaire. Quand la santé est prise en charge par le public, c'est moins coûteux, c'est moins inégalitaire. Aux États-Unis, ils consacrent 18% de leur PIB pour la santé. On est à 50% moins, on est à 12-13%. D'accord ? Leur espérance de vie est inférieure de 3 ans à celle de la France. Donc, il faut être, comme dire, quand on parle de dépenses publiques, je termine sur un point très important, les 3/4 de la dépense publique, en fait, ça alimente le privé. C'est des sommes qui sont... Ça ne sert pas à faire vivre des fonctionnaires. C'est immédiatement reversé aux ménages ou aux entreprises. Vous savez quoi ? Il faut s'enlever de la tête l'idée que, parce que la dépense publique, c'est 56% du PIB, la dépense privée, ça ne serait que 44%. C'est faux. Quand on calcule la dépense privée, comme on calcule la dépense publique, vous savez à combien on arrive ? À 250% du PIB, rien que pour la dépense privée. Ça n'a pas de sens, ces chiffres. D'accord ? Donc, nous vivons dans des économies mixtes. Il faut accepter que tout n'aille pas au privé. Et je rectifie un peu ce que vous avez dit au tout début en disant... Nous ne vivons pas dans le néolibéralisme. Mais si, il y a eu la finance libéralisée, il y a eu le libre-échange, il y a eu l'austérité salariale, il y a eu la contre-révolution fiscale. On a réduit les impôts sur les plus riches et tout ça a eu des effets négatifs, y compris... Attendez, les impôts sur la production payés par les entreprises, sur les salaires et sur le foncier sont les plus élevés de la zone euro. Bien dire qu'on est dans un pays néolibéral. Le poids de la TVA est supérieur de 0,3% en France. Les taxes sur l'essence et l'alcool sont supérieures de 1,1 point. Les produits de l'impôt direct et des CSG représentent 9,9% du PIB, soit 0,2%. L'essentiel, c'est citez l'essentiel, c'est les cotisations sociales. Si vous voulez me faire dire que le néolibéralisme n'a pas tout emporté, alors là, par rapport à un discours catastrophiste, je serais d'accord avec vous. Voilà, on va dire le néolibéralisme n'a pas tout emporté. Ceci étant, je pense que la raison pour laquelle nous souffrons, sincèrement, dans notre pays, et ailleurs d'ailleurs, c'est parce que nous n'acceptons pas, nous n'assumons pas, nous mesurons mal, y compris ce critère de dépense publique, le fait que nous vivons dans des économies mixtes. Une économie républicaine, j'appelle pas ça, qui existe déjà. Pas socialiste, avec une pôle, comme aurait dit Valéry Giscard d'Estaing. Mais il y a une part de socialisme tout à fait, qui est bienvenue, quelque part. Il ne faut pas tout socialiser, mais à mon avis, qui est bienvenue pour le bien-être social, et je pense que nous souffrons de ne pas l'assumer en tant que tel. Un dernier petit point quand même. On va poser la question à Mathieu Lefebvre. Sous Macron, il y a eu près de 65 milliards de baisse de prélèvements obligatoires, d'accord, au fil des mesures, 65 milliards par an, qui ont bénéficié principalement aux plus riches et aux entreprises. Comment ça, la baisse de l'impôt sur les sociétés, la baisse de la taxe d'habitation qui bénéficie d'abord aux 20% des plus... Mais les 20... la moitié était payée... pas des ultra-riches, monsieur. Mais la moitié de la taxe d'habitation était payée par les 20% les plus riches.
D'accord, vous êtes membre de la commission des finances, vous devez connaître ce chiffre. Mathieu Lefebvre, depuis le temps qu'on vous accuse d'être le parti des plus riches qui a favorisé les plus riches, pourquoi vous ne sortez pas ces chiffres-là, disons, regardez, 48% de prélèvements obligatoires, nous sommes socialistes, nous sommes de gauche. Écoutez, je vous rejoins, monsieur, c'est le président de la République. Vous avez beaucoup cité le président Giscard d'Estaing, mais c'est le président Macron qui a le plus baissé les impôts sous la Ve République, environ 50 milliards d'euros, pour moitié les ménages et pour moitié les entreprises. Mais là, vous parlez en chiffres absolus, mais c'est lui qui a fait passer la barre des 45%, puis des 48%. Mais parce qu'il faut distinguer les prélèvements obligatoires de la pression fiscale. La vérité aujourd'hui, c'est que quand on baisse les taux, quand on baisse les impôts pour les Français, on obtient plus de recettes parce que on croit dans le dynamisme du marché, on croit dans l'activité. Par exemple, les recettes de l'impôt sur les sociétés, elles étaient d'environ 35 milliards d'euros quand le taux était à 33%. Elles sont aujourd'hui à 60 milliards d'euros alors que le taux est à 25%. L'impôt sur le revenu a été considérablement baissé. Il est passé de 70 milliards d'euros à 90 milliards d'euros. Donc, pour avoir plus de recettes, il faut baisser les taxes. Nous, on croit fondamentalement qu'il faut libérer l'activité. Et quand on libère l'activité, on obtient plus de recettes. Donc, ce qui explique que la pression fiscale est diminuée, mais que les prélèvements obligatoires aient pu augmenter. De la même manière, quand vous avez un taux d'emploi qui est beaucoup plus important qu'en 2017, quand vous avez un plus grand nombre de personnes qui sont en emploi, il est après tout assez logique que les recettes fiscales et sociales qui en découlent pour le pays soient plus importantes. Et c'est tant mieux pour aider à faire fonctionner nos services publics. Et moi, je m'inscris totalement en faux quand on dit que le président de la République est le président des riches. La taxe d'habitation, pardon, c'est un gain de 750 € en moyenne par Français. 750 €, on peut penser que c'est rien. Moi, je considère que c'est très important. La suppression de la contribution à l'audiovisuel public, c'était 140 € par Français. C'était environ 10 € par mois. Pardon, mais tous les Français, ou presque, la payaient. Quand on a baissé l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les premières tranches, c'était pas des ultra-riches, c'était les tranches à 10 ou 15 000 €. À moins que vous ne considériez, comme un ancien président de la République, qu'on était riche à partir de 4 000 €. Quand on a supprimé les cotisations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires. Vous voyez, c'est pas des ultra-riches qui font des heures supplémentaires, ce sont des ouvriers qui sont dans le textile, dans la sidérurgie, qui gagnent parfois 500 € de plus grâce à cela par an. Mais je pense que c'est utile de le faire. Vous faites référence à d'autres mesures qui sont le prélèvement forfaitaire unique et la suppression de l'impôt sur la fortune. Ces mesures, on les assume. On les assume pourquoi ? Parce que personne d'autre au monde ne le faisait. Il n'y avait aucun autre pays au monde, ou peut-être la Corée du Nord, qui imposait le stock du capital, considérant qu'on devait taxer une entreprise pour ce qu'elle était et non pas pour les revenus qu'elle apportait. Nous, on considère qu'il faut avoir une fiscalité qui est relative aux revenus du capital, mais qui ne pèse pas sur le capital lui-même. Et ça nous a quand même permis, mais d'être le pays le plus attractif ces 4 dernières années au niveau de l'Union européenne. Ça nous a permis de rapatrier des emplois sur le territoire national. De la même manière, quand on baisse le coût du travail, quand on baisse les impôts de production, la CVAE, c'est un gros mot pour la gauche et l'extrême gauche, il ne faut pas la baisser. Mais une fois qu'on aura supprimé la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui frappe le chiffre d'affaires des entreprises avant même qu'elles n'aient fait 1 € de bénéfice, on aura quand même des impôts sur la production qui seront 5 fois plus élevés qu'en Allemagne. Donc je pense que même si on se dit qu'on est un pays singulier et différent, il faut quand même regarder ce que font nos voisins européens. Et vous avez évoqué le taux de prélèvement obligatoire aux États-Unis, il est de 33%, mais en Allemagne, il est de 40%. Mais quand on prend en compte le privé, c'est beaucoup plus élevé, voyons. On voit bien à quel point on doit se rapprocher des moyennes européennes. Mais à la fin de chaque mois, vous le savez, les entreprises américaines, elles payent moins de prélèvements obligatoires, mais elles payent beaucoup plus de prélèvements privés. C'est de facto obligatoire, c'est un contrat social pour les fonds de pension, et pour les assurances privées. Voyons. La parole est à Olivier Babot. Vous voyez comme est la France, on parle du niveau des impôts et on finit par avoir un débat sur mais finalement est-ce qu'on ne sont pas trop bas, vous voyez, les impôts, ce qui est complètement dingue. Je pense que les gens qui nous écoutent sont en train de se dire mais enfin on est fou ici en fait, c'est complètement dingue. Ces impôts sont à un niveau qui fait que quand vous êtes un chef d'entreprise, quand vous êtes un ménage, quand vous faites partie de ceux qui payent des impôts, vous avez l'impression que vous n'arrêtez pas d'en payer, qu'il y a une bonne moitié de toute la richesse que vous produisez qui part. Et le plus problématique, c'est que à la limite, si vous aviez derrière réellement une solidarité qui marchait très très bien, des services publics dont vous voyez la qualité augmenter en éducation, en santé, en justice, en sécurité, vous seriez sans doute assez enthousiaste. Et moi le premier. Le problème c'est qu'on a l'impression, et on a l'impression assez fondée, que plus on paye d'impôts, plus la qualité de ce qui nous est fourni en échange non, c'est quand même là, vous ne pouvez pas dire ça, puisque comme l'a fait remarquer, c'est pas en échange, puisque la part des dépenses publiques consacrées
au service public a baissé depuis, depuis 40 ans. Bien sûr. C'est la part des transferts qui a augmenté. Si on prend que les retraites, le taux de remplacement n'arrête pas de baisser, le corps prévoit que ça va continuer à baisser. C'est tout le débat qu'on a eu sur les retraites avec ce système par répartition en fait, dans lequel on est enfermé et qui en fait nous enferme collectivement et va nous appauvrir. Vous préférez la capitalisation donc. Je crois que c'est très... Oui, absolument, la capitalisation que font déjà les riches, mais je ne sais pas pourquoi on ne veut pas la permettre aux pauvres. Alors, vous avez tout à fait raison, monsieur le député, de signaler que, par exemple, le prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes, il a montré qu'on était dans la courbe de l'affaire, qu'on était allé trop loin. C'est la courbe de l'affaire, trop d'impôts tue l'impôt. Et que de temps en temps, minimiser le taux, ça peut être maximiser la recette. Et finalement, tout le monde y gagne, ça peut être assez intelligent. Il est probable, et certains économistes montrent qu'on est probablement sur beaucoup d'impôts en France, au-delà de la courbe de l'affaire. Ça veut dire que c'est une perte collective. C'est-à-dire qu'on a des recettes qui sont moins fortes et on gagnerait à baisser le taux pour augmenter les recettes. Donc vous voyez, je suis même là pour militer. La dernière chose, c'est que l'augmentation du prélèvement obligatoire, il est aussi un petit peu lié à l'effet inflation. Puisque TVA est en pourcentage des prix, quand les prix augmentent, vous avez plus de recettes de TVA. C'est un peu amoral, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Oui. Enfin, c'est vrai pour les recettes fiscales, en tout cas. Je veux dire, mais pour tous les pays. Oui, absolument. Tous les pays. Mais comment dire, depuis 40 ans, il ne nous a pas échappé qu'on a baissé considérablement dans tous les pays du monde l'impôt sur les sociétés. On était à une moyenne de 50%, on est passé à peu près à la moitié moins. D'ailleurs, on est à la moyenne, on est à 25%. On a baissé les taux d'imposition sur les plus riches. Aux États-Unis, vous allez en parler après, aux États-Unis, durant les 30 Glorieuses, passait un certain montant de revenus. Le taux d'imposition montait jusqu'à 85%, vous m'entendez bien. Sur les dernières 85%. Sur la dernière tranche, au-delà d'un certain montant de revenus. On les a baissés. À l'époque, il y avait l'URSS, il y avait des syndicats communistes. Oui, mais enfin, vous voyez, on les a baissés considérablement. Les effets en matière de croissance, d'emploi, etc., ne sont pas forcément au rendez-vous partout dans le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez cité, et je vous remercie de l'avoir cité, parce que je pense que c'est une excellente étude, une étude de l'INSEE sur la redistribution. Et l'intérêt de cette étude, c'est un travail très très difficile, c'est de prendre parce que souvent dans les études sur la redistribution, on ne prend pas tout en compte. Là, on essaie de prendre tout en compte. Tout ce qu'on verse en termes d'abord de cotisation sociale ou de CSG, et puis d'impôts, et puis tout ce qu'on reçoit en termes de prestations sociales en espèces, les retraites, les allocations chômage. C'est d'abord les retraites, le RSA c'est 13 milliards, les retraites, c'est 350 milliards. La redistribution, c'est pas d'abord pour les plus pauvres, vous voyez ce que je veux dire. Ça coûte pas très cher, finalement, les plus pauvres, modulo. Et donc, mais aussi les services publics. Et vous savez quoi, ce que montre cette étude ? 57% des Français y gagnent. C'est-à-dire, au final, reçoivent plus que ce qu'ils payent. C'est beau, non ? C'est plutôt très joli comme système. Ça veut dire quoi ? Qui est-ce qui gagne ? Les retraités, bien sûr. Les familles avec leurs enfants, bénéficient de services publics, l'école, les prestations familiales. Les plus pauvres, bien entendu, ils gagnent. Et ça ne veut pas dire qu'ils roulent sur l'or. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, voilà. Et donc, c'est cela, à mon avis, qu'il faut vraiment inscrire dans les têtes, qui est qu'il n'y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Non seulement il n'y a rien qui se perd, mais rien n'est suffisant, puisque l'État, les impôts, ça rapporte 300 milliards. À l'État. Or, l'État en dépense bien plus, puisqu'il va chercher l'année prochaine à peu près 450 milliards en plus. Non, mais sur la dette, un petit mot quand même sur la dette, Frédéric Taillard. Il faut savoir que grâce à la dette, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses publiques depuis des années qu'il n'en sort. Parce que qu'est-ce que fait l'État ? Mais oui, qu'est-ce que fait l'État ? Mais non, c'est pas magique, mais c'est le béaba. Qu'est-ce que fait l'État ? Il emprunte, il fait rouler sa dette. Et donc, aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent, mais en fait, on a une inflation très très forte. Vous savez que la dette, elle ne s'est jamais autant réduite en pourcentage du PIB que ces 4 dernières années. Elle a baissé de 5 points de PIB. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'inflation et on la rapporte au PIB. Donc, qu'est-ce que fait l'État chaque année ? Il emprunte, et puis il y a plein de personnes, enfin, les marchés financiers sont demandeurs de cette dette, elle est sûre. Alors, il emprunte pour rembourser non seulement les intérêts, pour rembourser le capital, mais en plus pour rembourser une partie de déficit primaire. Donc il y a plus d'argent. Donc il ne faut pas dire... Alors je termine sur un point pour ne pas apparaître comme un exalté. Vous savez, moi je suis pour réduire certaines prestations sociales. Moi je serais pour que... Je considère qu'il y a plein de besoins insatisfaits. Donc je serais pour qu'il y ait moins de chômeurs, qu'il y ait moins d'allocations chômage, qu'il y ait moins de pauvres dans ce pays. Je suis pour réduire toutes ces prestations. Mais il faut d'abord s'attaquer à la racine des problèmes. Même chose pour la dette. La dette, vous savez, elle était à 25% du PIB en 82. La dernière grande relance keynésienne, c'est le néolibéralisme qui, partout dans le monde, a creusé les dettes privées d'abord. On n'en parle jamais des dettes privées. C'est beaucoup plus de 100%, de 150% du PIB. Et les dettes publiques. Donc c'est le néolibéralisme qui a aussi... Et je suis pour, bien entendu, réduire les dettes. Mais réduire les dettes, de mon point de vue, ça ne passe surtout pas par réduire
des dépenses publiques qui sont particulièrement utiles, sans parler dans les dépenses publiques, il faudrait réduire quand même. Il y a quand même pas mal d'aides aux entreprises aveugles, de l'ordre de 150 milliards. Quand même, là, on pourrait... Mais non, pas les méchantes entreprises. Mais enfin, on pourrait évaluer tout ça quand même. Pas du tout les méchantes entreprises. Vous ne pouvez pas nous dire, d'un côté, on va avoir le premier poste de dépense du budget de l'État, ça va être l'endettement, et de l'autre, dire c'est pas très grave. Moi, je ne me satisfais pas personnellement d'une situation dans laquelle le premier poste budgétaire, ça n'est pas l'éducation nationale. Je préfère investir pour l'avenir de nos enfants ou pour l'écologie plutôt que d'enrichir nos créanciers. La dette, c'est un mal et un mal en soi. Et pardon, mais c'est de pire en pire avec l'inflation. Pour la dette privée aussi. Oui, enfin, pardon, c'est différent quand on est un État et quand on est un privé. Quand on est un État, on peut s'endetter, par exemple, pour financer des TER, pour financer des infrastructures qui vont durer pendant des générations. Oui, enfin, c'est autre chose que de s'endetter pour du fonctionnement. C'est autre chose que de s'endetter pour des dépenses qui sont tout à fait contraintes. Et de ce point de vue, on doit évidemment pouvoir réfléchir à la qualité de la dépense publique. Et je vous rejoins dans ce que vous avez dit. Il faut évidemment revenir et rationaliser notre dépense publique dans notre pays. Ça ne veut pas dire sabrer des budgets, ça ne veut pas dire couper les politique publique, ça veut dire concentrer les moyens là où on en a le plus besoin et puis revoir là où c'est moins nécessaire. Prendre un exemple. Au début du quinquennat, on a entendu des quolibets sur la suppression des emplois aidés parce que les emplois aidés, c'était une politique publique qu'on jugeait qui ne fonctionnait pas et en lieu et place, on a mis le paquet sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, plus personne ne voudrait revenir à des emplois aidés, qui étaient là pour le coup une forme de socialisation. Mais vous avez fait de l'apprentissage, ça coûte un pognon dingue. L'apprentissage, c'est très bien, mais enfin, vous avez fait un pognon dingue sur l'apprentissage. C'est des contrats aidés de facto, l'apprentissage. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas dépenser. Je pense qu'il faut dépenser là où c'est utile. Et dans le secteur du logement, on mettait 2 milliards d'euros par an pour le dispositif Pinel, une dépense fiscale qui contribue à construire 30 000 logements par an. Autant les construire nous-mêmes, plutôt qu'avec 2 milliards d'euros d'argent public. Donc je pense qu'il faut accepter de mettre plus d'argent là où on en a besoin et moins d'argent là où c'est tout à fait inefficace. Mais enfin, personne ne peut se satisfaire d'une situation dans laquelle notre souveraineté est menacée, parce que je rappelle que plus d'un créancier sur deux est un créancier étranger. Je rappelle que notre pays est le premier émetteur de la zone euro et que ça nous place dans une situation de grande vulnérabilité par rapport à nos voisins européens. Olivier Babot. Donc, on trouve beaucoup à foison en France d'économistes qui nous expliquent qu'il faut encore augmenter les impôts et que ça sera vraiment le paradis parce que jusque-là, en fait, ils sont encore un peu plus bas, donc il faut les augmenter sur plein de gens parce qu'il y a plein de gens qui ne payent pas assez, notamment les entreprises. On trouvera des gens qui expliquent aussi visiblement qu'il faut continuer à augmenter la dette et embrassons-nous Folleville parce que vraiment, c'est pas assez. Moi, je suis de ceux qui pensent que nous sommes dans une spirale folle d'appauvrissement qui est en train de se voir et les marges de manœuvre budgétaires aujourd'hui du gouvernement sont totalement nulles. Bruno Le Maire montre bien qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas réellement baisser les dépenses parce que ça fait longtemps qu'on essaie, on n'y arrive pas vraiment, on ne peut pas augmenter les impôts réellement et aujourd'hui il n'est plus possible d'augmenter le déficit non plus parce que vraiment nos partenaires, les gens qui nous prêtent, les gens qui ont besoin d'avoir confiance en nous, c'est pourquoi ils nous prêtent, parce qu'ils ont confiance dans la capacité de Bercy d'aller chercher les impôts auprès des Français, sauf qu'il y a un moment donné où ça sera plus possible. Le problème de ces impôts très forts, c'est qu'au bout d'un moment, ils chargent la mule à qui on demande de courir de plus en plus vite pour générer justement la croissance dont a besoin l'ensemble du système. C'est ça qui est mortifère. D'ailleurs, l'autre dette qu'on ne voit pas, c'est la situation nette extérieure de la France, les paiements courants, qui est déficitaire. En fait, on se vend petit à petit parce que nous vivons au-dessus de nos moyens. En réalité, ça va très mal finir. Voilà. Et vous faites allusion au déficit de la balance du commerce extérieur. C'est qu'on achète beaucoup plus à l'étranger qu'on ne vend à l'étranger. Oui. À quoi faites-vous allusion ? C'est la balance courante. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui possèdent des choses en France à l'extérieur, plutôt que la France qui possède des choses ailleurs qu'en France. Ça veut dire qu'on se vend par petits bouts sans que ça se voie nécessairement. Voilà. Comment dire Sur le poids du public, je pense que vraiment l'enjeu, il faut que le public soit bien géré. C'est toujours un défi à relever. Ça ne va pas de soi, bien sûr. Ça ne va pas de soi, donc il faut savoir nettoyer devant sa porte, bien entendu. Mais je pense qu'on souffrirait moins quand même dans notre société si on arrêtait de... D'abord, si on prenait en compte que dans tous les pays du monde, on considère qu'un fonctionnaire, ce n'est pas un improductif. Ça contribue au PIB, ça augmente le PIB. C'est de l'ordre de 20% du PIB. Et ça n'a pas bougé là non plus depuis 40 ans. Ça n'a pas augmenté. À tort d'ailleurs. Là, c'est là qu'on voit quand même il y a une inflexion néolibérale. Tout est affaire d'inflexion en un sens. Parce que pourquoi normalement un pays plus un pays est riche, plus il devrait consacrer l'argent pour l'éducation, pour la santé, pour la culture aussi. Et là, comme ça n'a pas été fait, on voit les dégâts. On voit les dégâts sur l'école, les difficultés de recruter des enseignants. Sur la santé, sur l'éducation, sur la police, sur la justice, sur la défense. Sur l'hôpital public, etc. Il n'y avait pas assez de dépenses, c'est toujours ça la thèse. Voilà, on n'a pas assez de dépenses. Augmentons encore les impôts. Non, mais je vous répète, ça sera le paradis. Je vous répète, Olivier Babot, que depuis 40 ans, ça n'a pas augmenté. Donc arrêtez de dire que ça a augmenté. Ce qui a augmenté, ce sont des sommes qui vont
aux ménages et aux entreprises. 1 million de fonctionnaires de laissez-moi plus finir. depuis 1980. Mais parce qu'on est beaucoup plus nombreux. Ces sommes, ça a augmenté plus vite que la population. Ces sommes, elles permettent de faire vivre le privé. Hein, il faut savoir que dans notre pays, vous avez à peu près 1/5 de la population, c'est de la consommation de services publics. Mais la moitié de la consommation, c'est la part de socialisme, pour reprendre le titre de l'émission, c'est que en fait, la moitié de la consommation globale est socialisée. On vit dans des économies mixtes. Il y a 20%, c'est de la consommation de services publics. Très bien, je pense que c'est insuffisant, on pourrait l'augmenter un peu, on s'en porterait pas plus mal, ce qu'on n'a pas fait depuis 40 ans. Et l'autre part, c'est de la consommation auprès du privé, qui est permis par, qu'est-ce que font les retraités avec leur pension de retraite? Ils font leurs courses auprès du privé. Un petit chiffre quand même. On est un des pays au monde, oui, on est un des pays au monde où le taux d'emploi des 65-70 ans est un des plus faibles. Au Japon, où les retraites publiques sont beaucoup plus faibles, il est à 30%. On pourrait en être fier, non? On pourrait être fier. C'est vrai que quand on voyage, on voit beaucoup plus de gens avec des cheveux blancs qui travaillent qu'en France. On devrait être fier d'être un pays au monde où on a transformé la retraite en un véritable gros bonheur. On pourrait en être Dernier mot, Mathieu Lefebvre. Oui, on revient sur ce débat de la réforme des retraites, mais qui est dans le fond plus un débat économique, un débat philosophique. Est-ce qu'on est nécessairement plus heureux parce qu'on est plus en emploi? Est-ce qu'on est nécessairement inutile à la société quand on a plus de 65 ans? Je ne le crois pas. Vous ne voulez pas faire travailler jusqu'à 75 ans non plus? On s'arrête là, on va s'intéresser maintenant à la mafia et à la Maison-Blanche, et particulièrement à l'assassinat du président Kennedy. Mais d'abord, le rappel des titres, Maureen Vidal. Les efforts de médiation du Qatar en vue d'une trêve se poursuivent malgré des bombardements israéliens incessants qui réduisent les possibilités, a affirmé le Premier ministre du Qatar. Nous n'abandonnerons pas et nous sommes déterminés à faire libérer les otages, a-t-il déclaré. De son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré la paralysie des Nations Unies face à la guerre, disant regretter que le Conseil de sécurité n'ait pas voté en faveur d'un cessez-le-feu. Selon lui, des divisions géostratégiques compromettent à trouver des solutions à la guerre. Enfin, en Argentine, le candidat ultralibéral Javier Milei est officiellement devenu président du pays, prêtant serment 3 semaines après sa retentissante victoire électorale. Il a annoncé que s'ouvre une nouvelle ère pour l'Argentine, tout en mettant en garde qu'il n'y a pas d'alternative à un choc budgétaire et que les choses vont empirer à court terme. Jean-François Guéraud, vous êtes commissaire de police, spécialiste du crime organisé, auquel vous avez déjà consacré 2 livres. Le 3e vient de sortir, il s'intitule « La mafia et la Maison-Blanche ». Il vous a demandé 10 ans de travail. Il fourmille de révélations sur les accointances entre la mafia et les différents présidents des États-Unis depuis Franklin Roosevelt. Pourquoi ça commence avec Franklin Roosevelt? Parce que la mafia s'est considérablement renforcée en tant que puissance criminelle grâce à la prohibition qui a eu lieu juste avant l'élection de Roosevelt? C'est ça. En réalité, alors, entre la fin des années 20 et le début des années 30, il se produit 2 phénomènes. Premièrement, il y a une réorganisation de type managérial au sein de la mafia italo-américaine. Un certain nombre de personnages très connus comme Maranzano et Lucky Luciano vont décider de transformer la vieille entité traditionnelle d'origine sicilienne en une entreprise multinationale avec un ethos de société secrète extrêmement profond. L'idée, c'est que cette organisation doit passer définitivement sous les radars de l'attention médiatique et judiciaire pour s'enfouir profondément et pour qu'elle ait un ethos de multinationale et de business. Donc il y a une transformation managériale très profonde. Et puis le second phénomène, c'est ce que vous avez décrit, c'est la prohibition subitement à cause de cette loi un peu puritaine et idiote votée en 1919, la mafia devient une superpuissance financière. Elle s'est retrouvée à la tête d'un capital, d'une accumulation de capital, comme aurait dit Marx, absolument gigantesque. Et on peut même rajouter d'ailleurs un 3e phénomène qui est très peu connu, c'est qu'on voit plusieurs centaines de mafieux siciliens fuir la Sicile entre 1922 et 1927, tout simplement parce que le fascisme, pendant une très courte période, à cause du préfet Cesare Mori, va organiser une répression très forte de la mafia. Et donc des centaines de mafieux vont partir vers les États-Unis, vers New York et Chicago, et donc vont redonner un petit peu de sang neuf à la mafia américaine qui était en train tout simplement de s'américaniser.
Alors, ce qu'on comprend en lisant votre livre, c'est que la mafia n'a pas de préférence politique, elle n'a pas de préférence idéologique, mais elle a plus de facilité à influencer le système électoral démocrate que le système électoral républicain. Donc, elle a plus de poids du côté des démocrates que des républicains, pour des raisons strictement sociologiques. À la fois, il y a des ghettos encore italo-américains à l'époque, et puis les syndicats sont tenus par la mafia. Voilà, exactement. Il faut faire tout simplement un tout petit peu de sociologie électorale. On peut dire que des années 20-30 jusqu'aux années 60, les Italo-Américains vont voter démocrate et la mafia italo-américaine, dans une logique clientéliste, gère une partie de ses voix. Et donc, elle est dans un rapport de négociation avec les candidats démocrates, mais elle le sera par la suite avec les candidats républicains quand les Italo-Américains se mettront à voter un tout petit peu plus républicain. Alors venons-en au cas de John Kennedy, parce que c'est évidemment celui qui nous intéresse le plus. Il se retrouve, dites-vous, coincé dans un étau que vous qualifiez de diabolique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Oui, ce qui se produit entre la mafia italo-américaine et la famille Kennedy, c'est une espèce de tragédie grecque à 3 personnages. On a le père de la dynastie, Joseph Patrick Kennedy, qui depuis les années 20-30 fait des affaires avec la mafia italo-américaine et qui donc passe un pacte avec le diable. Il s'est enrichi pendant la Prohibition. Il s'est enrichi entre autres pendant la Prohibition. C'est un baron voleur, un sale bonhomme. Et il a décidé qu'un de ses fils serait élu président. Et pour ça, il passe un pacte électoral, un pacte avec le diable, avec la mafia italo-américaine. Je t'amène des voix et je souhaite que mon fils soit élu et ce qu'on espère, c'est que les voix que vous pouvez mobiliser, vous la mafia, en particulier grâce aux grands syndicats, les Teamsters, les Longshoremen, etc., on espère que vous nous les donnerez. Ça, c'est le père. On a John Fitzgerald qui est le fils. Lui, c'est un homme très intelligent, très capable. C'est un jouisseur et c'est un homme qui se met en très grande vulnérabilité à cause de son mode de vie. Voilà. C'est un homme un tout petit peu léger, donc il prend de grands risques à Hollywood. Parler des femmes. À Las Vegas, oui, avec les femmes, avec certaines maîtresses. Il va partager une maîtresse avec l'un des chefs de la mafia italo-américaine, Sam Giancana, la fameuse Judith Exner. Mais au-delà des femmes, la manière dont il entretient des relations amicales avec Frank Sinatra, qui a été beaucoup plus qu'un grand chanteur, il était un véritable associé, un véritable employé de la mafia, c'est problématique. Puis il y a un troisième personnage qu'on connaît un petit peu moins en France, qui est un homme assez remarquable, c'est Robert Kennedy. Lui, Robert Kennedy, depuis les années 50, depuis qu'il a participé à une grande commission d'enquête au Congrès, la commission McLean, il est tout simplement parti en guerre. Il mène une croisade. C'est un homme catholique pratiquant, un peu manichéen. Il mène une croisade contre la mafia. Pourquoi ? Il écrira d'ailleurs un livre remarquable qui aurait été traduit en France, s'appelle « L'ennemi de l'intérieur ». Il comprend que la mafia italo-américaine, du fait de son pouvoir et de son enracinement dans la société américaine, il comprend que cette mafia est en train de tuer de l'intérieur la démocratie américaine. Ça, on devrait y réfléchir aujourd'hui en France et en Europe, mais c'est un autre sujet. Et donc, que fait-il ? Il mène une véritable guerre contre la mafia. Mais malheureusement, et c'est là où il faut parler de ce qui se passe en février 61, une des toutes premières décisions de John Fitzgerald Kennedy élu consiste à nommer son frère Robert ministre de la Justice, donc chef du FBI. Et là, pour la mafia, on peut résumer la situation en 2 mots. Trahison et peur. Trahison parce que subitement on ne respecte pas dans la famille Kennedy le pacte passé avec le père. Oui, parce qu'il faut comprendre que la mafia n'a pas de préférence idéologique, mais elle veut neutraliser l'État, qu'il soit au niveau national ou au niveau local. Il faut neutraliser l'État pour qu'elle puisse faire des affaires. Exactement. La mafia, c'est une grande entreprise qui n'a pas de préférence politique, elle fait du lobbying, point à la ligne. Bon. Donc elle a un sentiment de trahison. Son pire ennemi devient ministre de la Justice. Et puis ensuite, elle a un sentiment de peur parce que Robert Kennedy est un homme très intelligent, très imaginatif, et il révolutionne la méthodologie d'action contre la mafia, une méthodologie d'ailleurs qu'on pourrait encore utiliser aujourd'hui. Et puis surtout, il y a une action extrêmement virile qui porte des fruits immédiatement. Et donc là, la mafia comprend que si Robert Kennedy continue son œuvre de ministre de la Justice, au bout de quelques années, il risque d'une part de sortir de leur impunité et de leur immunité historique, et puis peut-être d'être déraciné et de disparaître. Et puis la mafia aussi se sent trahie parce que John Kennedy ne fait rien pour récupérer Cuba au moment de la baie des Cochons. Il n'envoie pas l'aviation. Or, la mafia possédait quasiment Cuba. C'était un État dans l'État cubain et elle se sent dépossédée et elle ne rêve que d'une chose, c'est de récupérer Cuba. Oui, la grande affaire des années 60, c'est en effet Cuba, Castro. Et il y a une convergence d'intérêts entre la mafia qui aimerait bien récupérer ces hôtels casinos qu'il a
qu'elle a perdu depuis 1959 et l'arrivée de Castro, et puis l'État américain qui, lui, mène une croisade, alors là, bipartisane, qui avait commencé sous Eisenhower, pour en effet faire chuter Fidel Castro, qui s'est révélé être un communiste au bout de 18 mois, 1 an de pouvoir. Alors, ce qu'on découvre en lisant votre livre, parce que tout ce qu'on a dit là, on a pu le lire et l'apprendre autrement, mais ce qui accuse la mafia, pour vous, dans l'attentat contre Kennedy, c'est le mode opératoire. Vous remarquez qu'il a déjà été utilisé en 1933 par la mafia contre Franklin Roosevelt à l'époque, à Miami. Franklin Roosevelt n'avait pas été touché par les balles, mais le maire de Chicago était mort. Et on est dans un cas très similaire. Un président démocrate dans un État du Sud, une voiture décapotable, la foule, un tireur avec un passé militaire, présenté comme un solitaire et un déséquilibré, avec des motivations politiques un peu floues, mais anarchistes du temps de Roosevelt, communiste quand il s'agira de Lee Harvey Oswald. Du temps de Roosevelt, il s'appelait Sangara. Et puis, c'est pas tout. De la même façon, on trouve le même mode opératoire dans toute tentative d'assassinat du président Kennedy en novembre 1963, qu'on ne connaît pas. C'est la première fois que j'en entends parler, grâce à vous. La première à Chicago et la deuxième à Tampa, 2 hauts lieux de la mafia. Et ce mode opératoire, vous êtes le premier à remarquer sa répétition. Vous avez tout dit, vous avez tout résumé. Un mode opératoire, c'est toujours une signature. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les historiens ne se sont pas intéressés à la question du mode opératoire. Même le rapport, et évidemment le rapport Warren de 1963 n'en parle pas, et même le très grand rapport du Congrès des États-Unis, le House Select Committee on Assassination, dont le rapport est rendu en 1979 et qui propose la thèse du complot et du complot mafieux, même ce rapport oublie de rappeler ce précédent historique. Parce que vous êtes commissaire de police, vous vous y intéressez. Disons que j'ai peut-être un œil particulier sur ces questions-là. Mais au-delà de ça, au-delà du mode opératoire, quand on s'intéresse à l'histoire contemporaine des États-Unis, on se rend compte que l'historiographie a beaucoup progressé. Et c'est pour ça que dans un chapitre complet, je rappelle et j'accumule et j'analyse différemment l'ensemble des traces et indices qui permettent aujourd'hui de conclure que l'hypothèse mafieuse est certainement la plus crédible, en sachant qu'il faut se montrer extrêmement prudent en la matière. Cet assassinat, qui est un trauma national, restera une énigme entourée de mystères, malgré tout. Bien sûr, mais enfin, dès le rapport du comité, le HSCA, 1976, la commission nommée par le Congrès, la piste mafieuse la plupart des grands auteurs qui ont travaillent aujourd'hui sur la piste mafieuse. Au fond, l'erreur des Oliver Stone, qui a par ailleurs fait un très bon film, JFK, qui a permis de rouvrir un certain nombre de documents classifiés, pas tous, c'est de vouloir absolument qu'il y ait le FBI, la mafia bien sûr, mais le FBI et la CIA, plus les Texans, plus le complexe militaro-industriel, ça fait trop de monde. Ça aurait jamais marché, ça aurait fuité. Dans tous les cas que vous explorez, les tentatives qui précèdent en novembre 1963, il y a très peu de monde. Il se trouve qu'elles sont déjouées à temps, mais il y a le moins de monde possible. Et c'est toujours des gens en lien avec la mafia, des tireurs sur des immeubles en haut, qui sont un peu les pigeons, et puis des tireurs un peu en bas, qui sont sûrs, eux, d'avoir le président au moment où la voiture ralentit. Et là, à chaque fois, c'est la même chose. Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mafia italo-américaine, quand on sort du folklore cinématographique, il faut la considérer pour ce qu'elle est. Une vraie société secrète, avec un véritable ethos du silence, et surtout une organisation qui a une vision stratégique et de long terme de ses intérêts. Voilà. Et c'est une organisation qui sait se faire oublier. Bon. Mais dans les années 60, parce qu'elle était au fait de son pouvoir, elle a connu un phénomène d'hubris. Elle s'est crue toute puissante. Voilà. Et dans ce moment de peur où elle a cru disparaître à cause de l'action de Robert Kennedy, elle a certainement sauté un pas qui aurait pu lui être fatal. Et pourquoi alors la commission Warren tient absolument à la thèse du tireur solitaire dans laquelle plus personne ne croit aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'elle y tient à ce point? C'est tout simplement le contexte historique, celui de la guerre froide. Les États-Unis sortent d'une crise Est-Ouest, d'une quasi-guerre nucléaire en octobre 62. À Cuba. Voilà, à cause de Cuba. Et donc à ce moment-là, s'il y avait plusieurs auteurs et co-auteurs, si c'était un complot au sens technique du terme, a conspiration, ce qu'en France on dirait une bande organisée, si c'était un complot, tout le monde se dit à l'époque, ça ne peut être qu'un complot communiste venant de Cuba
ou de l'URSS. Et la mafia a tout fait pour qu'on le croie d'ailleurs. Évidemment, elle a tout fait en la matière. Donc cette peur du complot, c'est en fait une peur d'une nouvelle conflagration possible et peut-être d'une guerre nucléaire. Donc il y a à ce moment-là ce que les Américains appellent très bien un cover-up, c'est-à-dire une convergence de tout un tas d'agences fédérales américaines pour masquer, pour ne pas aller chercher la véritable piste qui était probablement la piste mafieuse. Alors les responsables, les instigateurs du complot, ils ont été nommés, on les connaît, même si en France on les connaît moins. C'est Carlos Marcello, d'abord, on va voir sa photo, le boss de la Nouvelle-Orléans. C'est Santo Traficante Junior, le boss de Tampa, en Floride. Et puis en deuxième ligne, on va dire, Sam Giancana, le boss de Chicago, et Jimmy Hoffa, le président du syndicat des camionneurs, qui à ce moment-là est dans le viseur de Robert Kennedy, ministre de la Justice. Voilà, exactement. Ce sont 3 chefs de famille qui prennent cette responsabilité et manifestement, ils prennent ces décisions sans en référer à l'organe de régulation de la mafia italo-américaine qui s'appelle la coupole, la commission. Et ils prennent ces décisions donc parce qu'ils ont eu ce sentiment de trahison, parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ont besoin de préserver des intérêts financiers absolument gigantesques. Il faut savoir qu'à l'époque, ils blanchissaient une grande partie de leurs activités à Las Vegas, mais en même temps, c'était le fonds de pension des Teamsters qui servait par des prêts de complaisance à financer donc ces grands hôtels casinos qui étaient tenus en sous-main par la mafia italo-américaine. Alors on voit bien que John Kennedy, il devait beaucoup à la mafia. C'est très très clair. Et en fait, on s'aperçoit en lisant votre livre qu'il n'est pas le seul. Peut-être pas autant à la mafia que lui, mais Franklin Roosevelt devait quelque chose à la mafia et lui-même s'est montré ingrat. Et c'est ce qui explique peut-être l'attentat de Miami en 1933. Il leur devait son élection à la primaire démocrate, Franklin Roosevelt. Et il n'a pas renvoyé l'ascenseur. Non. Alors, tout est affaire de perception, c'est-à-dire que les mafieux se sont convaincus que Roosevelt avait une dette, mais c'est toujours difficile à dire. Ce qu'il faut voir, c'est que Roosevelt et Kennedy ne sont certainement pas les présidents les plus compromis. Ce sont les plus connus, mais pas les plus compromis. On a des présidents qui, eux, ont été des présidents en partie mafieux. C'est le cas de Truman, c'est le cas de Johnson, de Nixon. Le cas de Reagan est quand même aussi très étonnant. Et comme c'est l'histoire du temps présent, il faut se montrer prudent, mais on a 2 présidents progressistes qui incarnent l'empire du bien, Barack Obama et Bill Clinton, qui posent question quand même. Et il y a Donald Trump, mais lui, c'est une évidence, puisqu'en étant dans l'immobilier à New York, donc dans le béton, puis dans les casinos à Atlantic City, il a travaillé avec la mafia toute sa vie. Voilà, c'est-à-dire que dans les années 70-80, quand Trump commence à fonder son empire, enfin, c'était déjà l'empire de son papa, mais lorsqu'il développe son empire dans les années 70-80, ces 2 marchés économiques étaient complètement tenus d'amont en aval par la mafia italo-américaine. Le ciment était surnommé l'or italien à New York, c'est-à-dire que les 5 familles contrôlaient la totalité du processus économique. Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit. Bon, voilà. Donc en réalité, Donald Trump était obligé de faire des affaires avec la mafia, mais lui est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans une logique extrêmement cynique, il l'a fait en toute connaissance de cause. Et alors, ce dont on s'aperçoit quand on vous lit, c'est que Richard Nixon, par exemple, ou Ronald Reagan, qui effectivement ont eu véritablement besoin de la mafia, dans le cas de Reagan, c'est une pure fabrication de la mafia. En tant que président du syndicat des acteurs, c'est un syndicat qui est tenu par la mafia. S'il est mis là, c'est par la mafia. Mais on s'aperçoit qu'ils renvoient l'ascenseur, c'est-à-dire que véritablement, ils arrêtent des enquêtes, ils nomment des gens. Reagan, autour de lui, il y a des gens qui sont quand même, qui ont des liens avec la mafia, que ce soit son ministre de la Justice ou celui qui nomme à la tête de la CIA. Ils ont véritablement des liens avec la mafia. Mais on ne voit pas toujours les renvois d'ascenseurs. Il y en a certains, on ne sait pas. Non, en effet, la question des contreparties est évidemment la plus sensible. Elle n'a pas toujours été documentée historiquement. Alors on le voit assez bien du temps de Ronald Reagan ou de Richard Nixon. Il y a eu de vraies contreparties, c'est-à-dire que des enquêtes judiciaires majeures ont été étouffées d'une part, et d'autre part, il y a eu une volonté de ne pas mener une politique pénale anti-mafieuse, ça c'est tout à fait évident, donc on le voit de manière positive ou on le voit de manière implicite. Et puis sous d'autres présidences, on ne voit pas explicitement la contrepartie, mais ce qui n'est pas vu, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Alors ce qu'il y a, c'est que quand on vous lit, tout semble énorme.
C'est-à-dire, vous vous dites tout à coup, mais oui, la mafia est là, c'est une évidence. Est-ce que les Américains sont conscients, votre livre est absolument passionnant, mais est-ce que pour les Américains, qui eux sont normalement familiers de ces questions, nous c'est assez lointain, mais eux ils y sont habitués, est-ce que c'est aussi énorme pour eux que ça le devient quand on vous lit? Pas vraiment, et je ferai à ce titre 2 remarques. Tout d'abord, il y a aux États-Unis une surexposition à la question mafieuse à travers évidemment l'industrie du divertissement. Tout le monde a l'impression de connaître ce phénomène. Et en réalité, cette surexposition, c'est une manière un petit peu d'enfouir cette réalité. C'est la lettre volée d'Edgar Poe. Bon. Deuxièmement, donc il y a toujours en fait un phénomène de surexposition et d'évitement par rapport à la mafia. Et puis deuxièmement, en réalité, les Américains n'aiment pas parler de ces liens entre leur système politique et le crime organisé. Pourquoi? Parce que le crime organisé, que ce soit le crime organisé en col blanc ou le crime organisé en col bleu, celui des mafieux, est constitutif de la formation des élites politiques et économiques et politiques des États-Unis depuis le XVIIIe siècle. Ce qu'a très bien montré Scorsese dans un très beau film tiré d'un livre éponyme, Gangs of New York. Donc voilà, il y a un impensé très fort sur le mode de formation des élites et sur le racinement du crime organisé dans ce système politico-économique qui est un système sui generis. Il faut dire les choses simplement, l'Amérique est une très grande démocratie, mais c'est aussi une plutocratie. Voilà, c'est le gouvernement pour les riches et par les riches. Merci Jean-François Guéraud, c'est un livre tout à fait passionnant. Comment vous avez réussi d'ailleurs à faire ça? Un Français, c'est dur d'enquêter aux États-Unis. J'ai mené un travail d'historien classique, c'est-à-dire que j'ai épluché des centaines d'ouvrages, des dizaines de rapports, des milliers d'articles. J'ai fait de l'histoire, du temps présent. Merci tous les 4 d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au prochain numéro, dimanche, 22h. Les visiteurs du soir, je vous souhaite une très bonne nuit.